Bonjour à tous, le grand retour parmi nous de Fred et puis de Michael Gundil, puis le doc évidemment. Ouais, moi j'étais jamais parti, hein, et qui a pas réussi à se débarrasser de moi? Non mais jamais je me débarrasse de toi, t'es fou toi, t'es trop précieux. Bon, on va parler essentiellement aujourd'hui, on va parler de la méthode de Lavier 3. Une petite question. Et première question, déjà, j'aurais aimé savoir, quand vous aviez écrit la méthode de Lavier 2, est-ce que vous saviez déjà que vous allez sortir le 3 ou alors c'est suite aux réactions des gens ou connaissances qui ont été... On s'est dit qu'il y avait un marché à prendre, donc on a essayé de trouver des trucs à dire intéressants. Ouais. En vérité, c'est que il y avait pas mal de trucs à dire sur la morphologie en plus. Donc pour moi, pour Gundil. Donc on a voulu approfondir parce que c'est dans l'air du temps et tout le monde s'interroge dessus. Donc on a ouvert la brèche de la morphologie en muscu, puisque c'est nous, en fin de compte, qui sommes les précurseurs dans ce domaine, Ouais. sur la musculation, l'entraînement, le bodybuilding, en fonction des morphologies, parce que c'est quand même fondamental. Il y a la nutrition, le repos, tout ce que tu veux, les machines, la planification d'entraînement. Mais quand même, l'étude morphologique, dire la comparaison des morphologies des individus entre eux est fondamentale pour bien s'entraîner, pas se blesser. Tu vois. Parce qu'on est tous différents, on a une même structure de base. Évidemment, on est des mammifères, on est des primates, bipèdes, ok. Mais on a quand même des variations dans les leviers, tu vois, des variations même dans la structure musculaire en fonction des ethnies, même inter, dans un groupe particulier. Donc on est obligé de prendre tout ça en compte. Et c'est vraiment important. Ouais, ça c'est la base de la méthode de Lavier. Et du coup, alors le 3, qu'est-ce que vous avez voulu apporter de plus par rapport au 1? Parce que la question qui revient souvent, bah, même si on en a déjà parlé auparavant d'ailleurs, hein, c'est est-ce que si j'ai pas acheté la méthode de Lavier 1 ou la méthode de Lavier 2, je peux acheter directement la méthode de Lavier 3? Ou est-ce qu'il y a des choses en plus? Ou est-ce que c'est complémentaire Michael? Gundil, Ah, c'est moi qui dois répondre. Ouais. rapide pas. Et t'es en train de branler un truc et ça s'entend. Ah bon? C'est ce de ma femme. Ah, c'est marrant, je me retrouve dans le zap du Marvel Fitness maintenant. Vas-y Michael, je t'écoute. Non, bah déjà pour le 3, à partir du moment où il a été bouclé, toutes les nouvelles études, etc., je les mettais de côté pour le 2. Une fois qu'il était terminé, il y a tellement longtemps, j'accumulais déjà des notes comme une fois que le 3 a été bouclé, j'accumulais déjà des notes pour le 4, si un jour il existe. Et alors, est-ce que tu peux lire ça dépend de ton niveau. Hein. Les gens croient avoir un meilleur niveau que ce qu'ils ont réellement, mais parce que je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui ont le niveau du 1 déjà. Ouais, Donc, c'est vrai, ce que tu dis, ça revient souvent, j'ai vu dans les forums notamment, t'as le doc qui était dû voir aussi, les mecs ils font, ouais, de toute façon, ce qu'il y a dans le 2, moi je maîtrise déjà, donc du coup, mais quand tu vois les explications qu'ils donnent pour par exemple les séries de 100, tu te dis, mais ils ont rien compris les mecs. Donc effectivement. Ça me fait penser au cours de maths, il y avait toujours les mecs qui disaient, mais quand le prof il expliquait, ils disaient, mais c'est évident ça, mais ça c'est facile, ça tout le monde le sait. Et puis le jour du contrôle, alors soit ils étaient modestes et ils voulaient se remettre au même niveau que les autres, soit l'évidence s'était un peu évaporée. Ouais, ouais. Donc En fait, c'est vrai que c'est souvent quand on t'explique quelque chose de façon, j'ai envie de dire, de façon intelligente et de façon claire, ça te paraît très logique. Quand quelqu'un t'explique quelque chose et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est extrêmement logique, et t'arrives chez toi, et tu réfléchis, tu te dis, en fait, je me rappelle plus très bien comment ça marche, ça paraissait logique tout à l'heure, et là, j'arrive pas à le retrouver. Donc, c'est comme un labyrinthe. Un labyrinthe, c'est très simple si tu suis quelqu'un et qui te montre le chemin. Par contre, si tu es livré à toi-même dans le labyrinthe, pas tout à fait pareil. Donc j'ai l'impression que je suis sûr que si je faisais un quiz rien que sur le 1, il y en a 90% qui n'ont pas le niveau. Attends, on pourrait tester ça, un quiz, ça serait drôle. Oui, ouais, non, mais après les mecs ils vont. Ah, on prend des vidéos. Ouais, on prend des YouTube. Un quiz en direct. Ouais, on prend des youtubeurs connus là, tu sais, sans fiche, sans rien. Allez, vas-y.
Et après, on les clash. Ouais, quiz des youtubeurs. Tu sais, je dirais pas qui, mais pour une fois, je sais pas pourquoi, il y avait un mec qui m'avait envoyé un lien, je vois le mec s'entraîner, et je me dis, mais il a pas un seul mouvement qui est correct. Pas. Mais est-ce que sur ces mouvements incorrects, il arrivait à prendre du volume? Ah bah sûrement, mais il a pas le volume de son niveau d'entraînement, je dirais. Pas grave. Ah mais ça c'est intéressant ce que tu dis parce que dans le bouquin vous parlez souvent de blessures etc et toi tu dis qu'effectivement il n'a pas le niveau par rapport à son niveau de mouvement. Et quand tu vois certains bodybuilders qui sont énormes et qui font des mouvements a priori certains, enfin pas tous mais quelques-uns ils font ça, t'as l'impression que c'est mal fait. Tu vois, il n'y a pas vraiment de lien finalement. Faire un mouvement correctement. Si. Un certain niveau de complément alimentaire, c'est-à-dire quand on maîtrise bien la diète, quand on a un bon entraîneur, on appelle ça un bon médecin. non, mais ça porte un nom, un préparateur. Ah oui. Il y a une déconnexion qui se fait entre. Et quand on a un bon préparateur, des fois, la technique d'entraînement est moins importante que la préparation, on va dire, des compléments alimentaires qu'on te donne. Ah ouais. De la nutrition, ouais. Hein? De la nutrition. Et de la nutrition, voilà. Les boîtes de thon naturelles. Voilà. Parce que moi, dans ma salle où je suis, par exemple, je vois des mecs, parfois qui sont gros, ils te font des soulevés de terre avec le dos rond, des trucs qui sont énormes pourtant. Hein. C'est ce que je dis tout le temps, de toute manière. Le soulevé de terre, si tu veux mettre lourd, mieux vaut avoir le dos rond. Hein. Ouais, mais après, est-ce que tu soulèveras plus lourd. Hein. T'es plus fort, plus t'as le dos rond au soulevé de terre, plus t'es fort. Moi, j'ai jamais vu un power faire le soulevé de terre avec le dos parfaitement droit. Hein. C'est pas ça, c'est que le power, en général, cambre un maximum le dos, le bas du dos. Ça, c'est on va dire, l'éducation du power numéro 1. Hein. C'est comme en voiture, il faut savoir où est le frein. Hein. Autrement, tu as un problème. En power, quand tu fais du power, tu commences que ce soit en squat ou en soulevé de terre, la base, c'est je cambre le dos. Cambrer, c'est pas bon. Non. Avec les poids que tu vas avoir sur le dos, tu vas obligatoirement commencer à arrondir. Donc, il faut déjà prévoir en cambrant le dos. Et avec les charges, de toute façon, ça va s'arrondir. Mais de toute façon, si ça s'arrondit, et le mec, il ne faut pas faire un soulevé de terre le dos rond. Parce que si tu fais un soulevé de terre le dos rond, c'est l'hosto. Non, il faut faire un soulevé de terre cambré. Mais de toute façon, avec le poids, la charge va décambrer progressivement le dos. Et là, c'est le niveau de résistance de l'individu qui va donner sa longévité. Parce que le problème, à un certain moment, plus la charge augmente, plus le dos peut casser. Coleman, par exemple, a fait du soulevé de terre très lourd. Ah ouais. À un moment, il a dû arrêter et c'était la petite voiture, le petit fauteuil. Ouais. Mais moi, je sais que la base de l'enseignement que j'ai eu par Marc Bouillot, mais qu'il l'a pris ailleurs aussi, hein, c'est je cambre. Ils appellent la fixe. Sors les fesses, cambre. Non, c'est cambré, tu vois. C'est pas pour frimer, c'est pour éviter les hernies. Les ruptures au niveau des disques. Des disques intervertébraux qui mettraient trop de pression devant si tu arrondis et qui vont faire une pression à l'arrière qui vont, si tu as une dégradation due à l'âge ou une mauvaise configuration, faire mettre tellement de pression que le noyau, la pulpe qui est intérieure, qui est un amortisseur, va avoir une telle pression qu'elle va dégrader l'anneau fibreux qui est peut-être déjà endommagé et qui va péter et qui va aller comprimer les éléments nerveux. Puis là, c'est la merde. Et comme on le note justement dans la méthode de Lavier 3, le tour de taille du bodybuilder et du powerlifter n'est pas forcément le même et il y a des prédispositions qui favorisent dans les deux cas et qui sont diamétralement opposées pour le coup. Voilà, un bodybuilder, c'est un mec... Tu n'es pas obligé de dévoiler tout le livre. J'en restais là pour que les gens achètent. À la base, un powerlifter, on va dire, pas un bodybuilder, parce que c'est un livre qui fait du bodybuilding, on va prendre le problème à l'envers. Un powerlifter, c'est en général un mec qui a une structure déjà bassin, rachis, bas du rachis, pour tout ce qui est soulevé et tiré de terre, ou squat, pousser, tirer, qui est extrêmement puissante.
tu vois, et large. Un mec qui aurait des vertèbres lombaires plus larges et plus résistantes, ça va jouer énormément, tu vois. Évidemment, il va pouvoir prendre 100 kg de plus sans péter. Tu vois, ça joue, il y a des prédispositions génétiques. Oui, ça s'expliquait, je sais plus si c'était toi qui expliquais, mais que la surface articulaire, finalement, si tu as des poignets plus larges, bah, tu as la répartition des forces qui se fait beaucoup plus harmonieusement sur l'articulation, et donc de nature, tu peux prendre plus lourd sans te blesser. Que le mec qui a des poignets fins, des genoux et des chevilles fines, ou effectivement des vertèbres fines, il va être beaucoup plus fragile de par sa structure que le mec qui a des poignets de 28 cm. Et il y en a, des mecs, on dit, des physiques de bûcherons. Les mecs qui ont des poignets, tu peux même pas faire le tour avec les deux mains, quoi. Bah, t'as Jean Ronche, il a des grosses... Moi, j'ai pas des gros poignets, tu vois. Ouais. Par contre, j'ai des très forts fléchisseurs et j'ai pas beaucoup d'extenseurs. Tu vois. Alors, ça pose un problème. Alors, le problème, c'est quand tu connais ça, tu es obligé de rectifier. Donc, connaître sa morphologie, connaître ses prédispositions. Tu vois, j'expliquais tout le temps que quand tu as un avant-bras, alors moi, tu vois, j'ai une beau lisseur. Quand je fais comme ça, je dis, oh, il y a des avant-bras. Oui, non, j'en ai ici des avant-bras, vers le bas. Vers le haut, je vais les travailler, ils sont courts. Tu vois. Et j'ai les extenseurs qui sont faibles, tu vois. Donc, je suis obligé de les bosser comme ça, en permanence. Ce qui fait que je peux tenir n'importe quel. Toi, t'es meilleur en doigt, mais moi, je suis en fléchisseur de poignet. Toi, t'es en doigt. On avait fait des concours. Ouais, on avait fait la comparaison à la salle, ouais. Les barres, j'ai jamais eu de problème pour tenir n'importe quelle barre. Je sens pas les barres en barre fixe et je sens pas les barres en soulevé de terre. Mais comment tu fais? Et mon pote Andala qui était là, il avait les mains qui lâchaient. Pourtant, il avait des gros avant-bras. Parce que j'ai les métacarpes légèrement courbes et j'ai les fléchisseurs du poignet, mais pas des doigts, les fléchisseurs du poignet et un peu les fléchisseurs superficiels qui sont puissants. Mais j'ai pas de fléchisseurs profonds, tu vois, donc je tiens pas. Par contre, la barre s'enroule dans la main et je la tiens comme je veux, tu vois, on voit que j'ai de la main. Ouais. Tu vois, comme ça, j'ai la boule en bas, tu vois. C'est pas énorme, mais j'ai une boule, j'ai un truc de un peu de Popeye. Ouais, voilà. C'est bon. On tient ici, j'ai pas grand chose, tu vois, c'est un problème. Alors, ce que je suis obligé, c'est de compenser et de faire du mouvement d'autostoppeur à fond la caisse pour éviter d'avoir des vibrations. L'autostoppeur du mouvement du motard, comme ça. L'autostoppeur dans la voiture. L'autostoppeur, mais. Et à ce moment-là, je rectifie. Ça, c'est connaître sa morphologie. Et il faut savoir aussi que le fait d'avoir des fléchisseurs plus puissants entraîne ta main directement, en général, en position fléchie. Tu vois, alors pour dessiner, c'est bien. Pour attraper un truc, c'est bien. Simplement, pour donner une pêche, tu vas avoir la main qui ne va pas être dans l'axe du poignet. Il faut la rectifier. Tu as du mal à la rectifier parce que faut la mettre dans le bon sens. Et tu vas te péter quand tu vas faire percuter le poignet ou les métas. Tu ne veux pas être dans l'axe. Tu vois. Du coup, tu ne peux plus contrôler le coup de poing. Donc tu te dis, autant taper en paume. Tu vois. Et en coucher, pour ne pas vibrer, il faut faire beaucoup de mouvements comme ça pour ne pas avoir de problème au maintien de la barre, tu vois. Et stabiliser le poignet qui aurait tendance à être fragilisé par une prédominance des fléchisseurs sur l'extenseur. C'est tout ça, c'est des trucs à comprendre et à connaître. C'était intéressant, ouais, tu m'avais montré que moi, c'est vrai que moi c'est l'inverse, moi c'est vraiment mes doigts, je peux tenir sur une barre en fait parce que j'ai aucune flexion, mes mains en fait mes doigts ne vont pas du tout au-delà alors qu'il y en a qui sont très souples et c'est vrai que je peux tenir très longtemps accroché parce que justement j'ai pas d'extension et j'ai les fléchisseurs du doigt très puissants. Et fléchisseurs du bout de doigt quoi. Et du bout de doigt, ouais. Du bout de doigt. Et alors que moi je tiens pas sur le bout de doigt, pas bon. Par contre, tu me mets une barre de soulevé de terre dans les mains, je la sens pas. J'ai jamais concentré sur les mains. Elle est rentrée, elle tient. Et par rapport, Gundy, tu disais tout à l'heure que selon toi, tu avais pas mal de gens qui n'avaient pas le niveau du 1 déjà pour. Ouais, non, mais déjà pour conclure ce qu'on a dit, il faut pas confondre parce que les gens mélangent tout. À partir du moment où c'est une barre, c'est muscu et tout. Les gens s'improvisent powerlifter, d'autres qui veulent absolument s'improviser haltérophile. Avec une génétique, une morphologie, c'est ce qu'on explique dans le livre, qui correspond absolument pas à ça, avec des trous du cul dans les forums qui disent ouais, mais si tu fais pas de squat, t'es qu'une merde. Donc c'est ce qu'on appelle le gloubi-boulga, et c'est n'importe quoi, et ça finit forcément mal pour le pauvre gars qui prie là-dedans.
Donc, si tu as une bonne morphologie de bodybuilder, c'est diamétralement opposé à celle du powerlifter et encore moins de l'haltérophile en général. Donc, ce qui voudrait dire que ça voudrait dire que le mec qui ferait du body mais qui s'amuserait à porter très très lourd, alors qu'il n'a pas le physique d'un power, c'est bidon. Ça sert à rien. Il a forte chance de finir avec des pathologies déjà au dos. Ouais. Comme on l'a expliqué et comme c'est illustré dans le livre. Ouais. Et le livre, tu peux le montrer ? Achetez le livre. Heureusement que tu l'as. Hein. Alors, pour rappel, le doc a fait une review, je mettrai en lien d'ailleurs, une review du bouquin, il explique tout, le sommaire, etc., machin, donc c'est très très complet. J'espère que je vais pas trop spoiler le livre, je sais pas si vous l'avez vu. Non, non. Fred. Ouais. Moi j'avais juste une chose à dire par rapport à ce que tu as dit, déjà que la myéline, c'est uniquement ton idée de dire que c'est la protéine du miel, c'est pas dans le bouquin, on parle de la myéline, mais... Combien de personnes ont vu le... Sans que ce soit nous qui ont prétendu que ça avait à voir avec le miel. Et la deuxième chose, une chose plus importante, c'est peut-on travailler les biceps avec les poignets cassés comme ça ? Alors j'explique que ça a des avantages, oui, à condition de ne pas avoir le poids dans la main. Donc on voit dans le livre comment travailler le poignet cassé sans avoir un poids dans la main. C'est expliqué dans le livre de façon très simple. Avec les accroches, non Je l'ai pas vu encore le bouquin, je devine. Pas de spoiler, Iki. Je l'ai pas encore le bouquin. Donc, On explique comment s'en procurer pour moins de 2 €. Ah, ça c'est intéressant. Ben, justement, qu'est-ce qui fait, selon toi, peut-être, par rapport, parce que pour s'auto-évaluer, c'est difficile de dire, est-ce que je suis capable de comprendre le 3 ? Quand est-ce que je vais passer au 3 ? Pour connaître ton niveau, finalement, tu as une méthode ou... Non, mais de toute manière, il y a des mecs qui pensent qu'en lisant une fois, tu as tout compris, etc. Non, c'est... Quand le bouquin, si vraiment un bouquin tu le lis et tu as tout compris à la première lecture, c'est que soit tu as vraiment un super niveau, soit le livre est de très bas niveau. En général, il faut lire, relire, et des fois quand tu relis un bon livre, tu te dis tiens, ou même un bon film, tiens, j'avais pas vu ça, tiens, j'avais pas compris ça. La lecture, pour moi, faut lire au moins 6 fois déjà, donc... on dit que pour bien maîtriser un sujet, il y a 7 degrés d'apprentissage. Alors, je vais pas arriver à tous les citer, mais premièrement, il y a effectivement l'apprentissage par la lecture. Ensuite, il faut l'enseigner à quelqu'un d'autre. Ensuite, il faut le pratiquer. Ensuite, il faut, je sais plus, je crois que c'est ça, il faut le lire, l'écouter, l'enseigner, le pratiquer, l'écrire, et qu'au final, tant qu'on n'a pas fait tout ça, et on n'est pas vraiment expert dans ce qu'on a appris, quoi. Ah, ça veut dire que... Ça veut dire que les mecs qui font des vidéos et qui sont sur Wikipédia, ils ont pas compris. Non, mais en gros, effectivement, quand tu te forces à expliquer la chose, à apprendre la chose à quelqu'un qui ne le connaît pas, ça te force déjà toi-même à remettre tes idées en place et à mieux les structurer, à vérifier que tu as compris, parce qu'en fait, des fois, tu te rends compte en expliquant qu'il y a des points que tu ne maîtrises pas, où la personne va te poser une question et tu vas dire « Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, j'avais pas réfléchi à ça », donc tu vas réfléchir. Et c'est comme ça, je pense que tu peux vérifier ton niveau. Est-ce que tu arriverais à expliquer de façon correcte ce qui est écrit, par exemple, dans le bouquin de Lavier 2, dans certaines parties ? Alors, pas forcément tout le livre, mais sur des points, genre entraînement des quadriceps, relation tension-longueur pour les ischios, j'en sais rien, mais des points comme ça, à quelqu'un qui ne connaîtrait pas. Et est-ce que tu as l'impression que c'est cohérent ? Et ce que je dis, parce que c'est une petite boutade par rapport à des youtubeurs, ou pas forcément que, il y a des instagrammeurs aussi. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, parce que tout à l'heure, je reprenais la fameuse série 200 qu'on découvre dans le bouquin La méthode de la vie 2, et t'as des mecs qui se contentent de lire le truc, ils vont faire une espèce de résumé avec leurs phrases à eux, ça va changer tout le sens du truc, t'as l'impression qu'ils ont compris, et ils transmettent ça à d'autres en plus. Donc après, tu vois, moi, un conseil, les gars, je vous dis, prenez le bouquin et allez directement à la source, arrêtez d'aller voir des charlatans là. Et puis... Il y a une règle, c'est l'information se corrompt tout le temps avec l'espace et le temps. Tu vois. Ouais, c'est vrai en plus. C'est une règle physique. Ouais. Et il y avait autre chose que j'avais bien aimé dans les citations, c'est la plus pâle goutte d'encre est plus tenace que la meilleure des mémoires, ou quelque chose comme ça.
Ah, la Gundil est perdue. Non, mais en gros, le fait d'écrire quelque chose, une trace écrite, c'est mieux que tout ce qu'on va répéter oralement, parce que l'écrit reste. Ouais, c'est sûr. Si, il y a des Africains qui sont bons dans la transmission orale. Ouais. Ils ont des lignées génétiques. Bah oui, ils ont des lignées génétiques spécialisées dans la transmission orale. Comme le climat fait qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de structures papier, de ça, parce que ça va se corrompre, ça va se détruire avec l'humidité. Dans les zones tropicales, les mecs, et chaudes, comme ça, humides, ils n'ont pas de culture de la transmission écrite, parce qu'ils peuvent pas à la base, tu vois. Puis ils sont moins technologiques, parce qu'ils n'ont pas fait froid, tout ça. Donc, pour tout ce qui est notarial, transmission, mémorisation des choses importantes pour le groupe, ils ont des lignées d'individus et qui sont la mémoire du groupe et qui sont sélectionnés pour ça et qui se reproduisent entre eux. Et c'est intéressant parce qu'ils utilisent des moyens qui sont non écrits. Et ils gravent ça dans leur cervelle, génétiquement. Tu vois, ils sélectionnent génétiquement les mecs qui ont une capacité de... Oui, d'avoir un lobe de la mémoire super développé. Ils utilisent la musique. Alors le mec dit, mais pourquoi ils utilisent ils utilisent la musique, le rythme, tu vois, et les vers et les sonorités, c'est-à-dire les sonorités similaires pour aller chercher dans la même groupe de neurones, le rythme, pour ça que le mot qui suit l'autre a la même taille, donc ça permet de mieux mémoriser l'information. Et quand tu les vois qui chantent leur truc, non, en vérité, il explique des choses importantes qui ont fonctionné pour la tribu, qui permettent de mémoriser des fonctions fondamentales au groupe, et en même temps, tous leurs actes entre guillemets notariés, d'échange, cette partie appartient à tel lui est le fils de machin, même la généalogie, ils la font en musique. Alors les médias, c'est une façon de mémoriser dans la matière organique. Vous allez faire, Michael et Fred, un livre audio de la méthode de Lavier 3, chanté par Frédéric. Mais en réalité, si t'es pas africain, tu sais, maintenant, même les Grecs l'utilisaient, parce que tout le monde n'écrivait pas. Les textes antiques sont en parabole, en métaphore, donc visuel, ça se retient bien. Et en plus, en général, en rythme, en image et en rythme, tu vois. Donc ça permet la mémorisation. Oh, c'est beau. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de retenir. Donc on va l'adapter à notre système de mémorisation qui fait qu'on stocke des données, des sons qui correspondent à des concepts en fonction, dans le cerveau, en fonction de leur sonorité, de leur longueur, aussi de leur sonorité et de leur longueur, de la longueur du mot. Tu vois. Ils sont stockés au même endroit dans les zones du cerveau. Ou plutôt, pas au même endroit, mais c'est les mêmes neurones qui contiennent une partie des mêmes données. C'est très simple. Donc, moralité, achetez la méthode de Lavier 3. Tu peux acheter un truc fondamental pour acheter la méthode de Lavier 3, j'ai vu la Range Rover Evoque décapotable. J'ai envie de la voir. J'ai vu en orange, elle est belle. En noir, voilà. Vous participerez à mon bien-être et je pourrais écrire Gundil aussi d'ailleurs. Ouais, Gundil, tu veux quoi toi? Moi rien. Je suis déjà sur le nouveau livre et j'ai pas de velléité pour m'acheter une voiture. Il aime les machines. Ouais, c'est vrai. Son Bounia qui a un restaurant auvergnat, est rempli du haut en bas des plus belles machines de musculation du monde. Et des meilleures. Et alors, en plus, on lui a envie, ouais. T'es déjà allé? Tu vas Non, parce que j'habite sur Nice maintenant, moi. Moi, je suis allé. Ouais. Ah ouais, le doc est parti. Dans l'antre. Ouais. Non, il n'y a même plus de place pour la chambre des enfants. Aussi, il y a de la place. Ah bon? Ah bah, elle est grande, ça va. Ce sera de machines. T'as combien de machines, Michael? Plus de 60, j'ai perdu le compte. Oh la vache. J'espère que tu te fais assurer tout ça, hein, parce que c'est du pognon. Hein. T'imagines le peur qui vient, qui repart avec toutes les machines? Non, attends, la ferraille, ça se revend bien. Quand même, ça... Attends, on m'avait dit qu'il y avait des mecs qui volaient les poids, tu sais, avant, parce qu'avec le cours du, je sais pas quoi. Dans les salles hein. Ouais, pour revendre après, parce que je sais pas, c'était après, il y avait un marché là-dessus et tout, alors faire gaffe. Bah, les poids, je sais pas, mais en tout cas, moi, tout le petit matériel, j'ai déjà vu se faire voler plusieurs fois. Les mousquetons, les poulies, les câbles, ouais. C'est abusé, ça.
C'est abusé, hein. Franchement, les gars, t'as envie de les... Ouais, Doc, nos violences, le Doc. Ah, t'as raison. T'es là pour soigner les gens. On a été doté dans le clash. Ok, alors la méthode de Lavier 3, concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte vraiment dans le domaine du... Tu vois, la méthode de Lavier 2, c'est vraiment l'approche anatomorphologique, etc. Là, la 3, qu'est-ce que ça approche concrètement, qu'est-ce que ça apporte concrètement au monde de la musculation? Bah, c'est comme le 2, mais en plus détaillé sur l'anatomorphologie. J'ai rajouté des nouveaux exercices, alors avec des choses que les gens n'ont pas encore, j'espère qu'ils les auront bientôt, et puis des alternatives quand tu es un peu dans la misère, comment tu peux malgré tout faire le mouvement. Donc, et puis un gros truc sur la récupération aussi, puisque on se rend pas compte, mais c'est là où ça pêche, parce que l'idéal, ce serait d'entraîner tous les muscles tous les jours, sauf que tes articulations, elles auraient un peu de mal à le supporter, ton système nerveux, il est trop lent pour récupérer. Alors, le muscle, lui, récupère plutôt bien, mais c'est surtout là où ça pêche, l'être humain, là où il pêche, c'est la récupération nerveuse et la récupération articulaire. Et donc, on essaye d'expliquer comment... tout ça, comment accélérer la récupération de tout ça. Et je pense que... Alors les gens n'en sont rendent pas compte parce qu'il faut lire un peu entre les lignes, mais je pense qu'on aura pas mal révolutionné le monde du bodybuilding quand les gens auront compris ce qui a été écrit réellement. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, c'est vrai que ça va faire le petit bonheur de certains qui vont pouvoir prétendre être les initiateurs de certaines découvertes. Enfin, ouais, c'est pas grave, mais bon, c'est un peu chiant. Et concrètement, alors on va poser une question. Tu l'as jamais invité en direct? Non, pas envie. Qui ça? Une personne. Non, les gens que j'invite seulement ceux que j'apprécie, moi. Donc voilà. Et les gens que je trouve plutôt vrais. Et on m'a posé une question, il y a un mec qui m'a dit, voilà, donc moi je prends pas de produits, j'ai pas envie de prendre de produits. Est-ce que concrètement, si je suis les conseils de la méthode de Lavier, si je les applique, est-ce que je peux espérer avoir un physique vraiment bien développé, etc. Enfin voilà. Ça dépend de ta génétique à la base. On ne change pas la génétique des gens. On peut optimiser ce que tu as, mais tu peux avoir le meilleur bouquin que tu veux. Il ne te rajoutera pas des fibres si tu n'en as pas. Ou si tu as vraiment le dos très très faible et que tu as mal au dos, on explique comment passer outre, mais il y a des comment on appelle bottlenecks, c'est des goulots d'étranglement, voilà, je cherchais le mot génétique, qui font que c'est pas pour rien que... Parce que nous, on voit l'élite tout le temps, on voit Olympia, on se dit, oh là là, mais il y a très peu de gens qui sont faits pour avoir ce niveau. Ouais, c'est sûr. Le mieux, c'est d'avoir le meilleur niveau que tu as et de le tenir. De pas faire le yo-yo. On ne progresse réellement que par rapport à soi-même. Ouais. Génétique. Ça, tu ne regardes pas les autres. Tu dis, bon, moi j'ai mes objectifs, et là tu prends la méthode de Lavier 1, 2 et 3. Et puis comme ça, tu sais au moins comment t'entraîner. Et de toute façon, c'est pas ça qui va te garantir non plus que tu vas être énorme. Tu as de la génétique derrière, mais au moins tu seras mieux que ce que tu étais avant. Tu vois, le but, c'est dans la vie, le but toujours, c'est de progresser par rapport à soi-même, de s'améliorer. Le sage, pas parfait. Tu vois. En réalité, c'est la perfection, c'est d'aller vers le mieux. Ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'il manque pas, parce qu'on m'a posé la question, on me dit, ouais, mais est-ce qu'il manque pas, pour se représenter vraiment bien des mouvements, etc., que vous décrivez, des vidéos? Mais c'est ce que tu fais, je crois, Michael, sur ton... Moi, je fais des vidéos, et puis pareil, quelqu'un qui n'aura pas la même structure que moi, le mouvement, il sera pas fait de la même façon non plus. Parce que je dis toujours, hein, si tu veux voir un squatteur né, tu regardes Tokino. Les gens taperont Tokino. Tu verras ce que c'est qu'un squatteur. Il a jamais... parce que j'ai envoyé des vidéos de Tokino. Il danse bien en plus. Et décrit Tokino. Bah non, mais c'est un squatteur né. Et
ce mec-là, s'il décrit comment tu fais ton squat, un mec qui fait 2 mètres de haut et qui a des fémurs gigantesques, il pourra pas se reconnaître, absolument pas se reconnaître dans... Cette passion pour le Brésil, pour l'Amérique du Sud. Mais là, Tokino, c'est spécial. Ah oui. Je pense que je vois ce que c'est. Ouais, moi aussi. Non, t'as aucune idée. Passé sur Facebook. T'as aucune idée de ce que c'est Tokino si tu l'as jamais vu. Et moins folklorique que toi, il y a Stanazek qui était bon avant. Stanazek. Si tu veux savoir ce que c'est qu'un physique de squatter, tu regardes Tokino. Tokino. Comme ça, la prochaine fois La prochaine fois. Je vais pas dire que je pense que ce que c'est, parce que si je me trompe, ça va me dire qu'est-ce que. Ça veut dire que le prochain qui te dit ouais, moi je suis fait pour le squat et tout. Parce qu'en général, c'est RT 4290 qui te dit ouais, moi j'ai un squat impeccable, magnifique. Ben, comme ça, tu sauras à quoi il ressemble si c'est vraiment vrai. Ouais, Fred, ton squat c'est de la merde. Tu descends pas assez. Un squat c'est dos droit. Bah oui, mais si morphologiquement tu fais pas dos droit, tu fais quoi alors? Oui, non, mais qui en plus a décrété qu'un squat c'était obligatoirement. Putain, c'est ça, justement, c'est un sujet que je voulais aborder parce que t'en avais parlé déjà dans le précédent podcast, à savoir que tu sais, les fameux mouvements parfaits. Et c'est combien de fois, même moi à la salle, hein, tu descends pas assez tes coudes quand tu fais des développés couchés. Toi, frère, on t'a repris. Tu faisais une vidéo, tu faisais du soulevé de terre, je crois. On t'a dit, ouais, tu fais ça n'importe comment. Alors que les mecs, je veux dire, vous écrivez des bouquins, vous savez ce que vous faites. Justement, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre par rapport à ça, justement? Alors, juste une parenthèse, écrire des bouquins ne veut pas dire que tu sais ce que tu fais. Non, c'est sûr, c'est pas faux. Il écrit des choses vraies. Voilà. Moi, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Voilà. C'est la réponse. Ouais, si j'ai envie, comme j'ai envie, comme je le sens. Et si c'est moche, je m'en fous, t'es pas obligé de me regarder, t'es pas obligé de faire comme moi. Voilà. Okay. C'est tout. Mais est-ce que le mouvement parfait... Oui, non, mais c'est déjà, à la base, c'est un concept qui n'existe pas. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est un mouvement parfait. Michael, là... C'est l'invention d'un mec qui s'est dit, il y a un mouvement parfait. Alors, je peux t'expliquer comment le mec, il sait que c'est un mouvement parfait. Si tu veux, ça prend 2 minutes. Vas-y, le mec, il est en train de dormir comme ça, et puis il entend une voix qui lui dit « Réveille-toi ». Je dis « Ah, mais qui es-tu ? Qui es-tu pendant me réveiller pour mon anabolisme nocturne ?» Parce qu'il est persuadé que quand il mange pas, il grossit. « Mais je suis Dieu !»« Oh, Dieu !» Et je vais t'expliquer ce que c'est une traction. Une traction, c'est « Oh, merci Dieu de me... » Alors le mec, et maintenant, répands-toi sur les réseaux sociaux et fais chier tout le monde maintenant que tu sais... Hey, je sais ce que c'est une traction parfaite. Alors, le mec, il une traction parfaite, machin. Et pareil pour le squat, pareil. Mais ça n'existe pas. Alors, on va pas lancer de l'avier là-dessus, mais en fait, c'est des mouvements que notre anatomie nous permet, et puis ça a été un peu codifié, mais de là à dire le squat parfait, ça correspond à telle définition, machin, c'est d'une bêtise sans nom. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme tu dis, tu as des principes à respecter, mais tu as certains coachs en salle, pendant que tu vois certains coachs, ils vont dire les mêmes principes à chaque élève pour essayer d'avoir le même mouvement pour chaque élève, alors que tu en as un qui aura des bras plus longs que l'autre, tu auras un qui aura un petit torse par rapport à l'autre, donc c'est vouloir appliquer certains principes à tout le monde et sans prendre en compte finalement... C'est souvent ça dans la vie, on veut appliquer la même chose, on veut standardiser parce que c'est plus simple. Tu standardises au maximum les choses pour simplifier... Comme quand tu achètes un t-shirt taille unique, une taille pour tout le monde. C'est ça, ouais, une casquette. Déjà que ça n'ira à personne. Casquette, taille unique. Ouais, Fred. Non, je disais surtout que j'ai même perdu le fil. J'ai perdu le fil de l'histoire. C'est un truc de morphologie, mais j'y retrouverai. On parlait du squat. Mais là, Michael, tu vas détruire tes ventes de bouquins, ça dit que le mouvement parfait n'existe pas. Surtout qu'il faut penser aussi que le même mouvement réalisé par 2 individus, tu as l'impression qu'ils font le même mouvement, ils vont pas développer les mêmes muscles en priorité. Il y a ça aussi, tu vois. J'ai un mouvement parfait, mon coucher, oui, mais toi, ton coucher, il développe que les pecs. Lui, il développe que les épaules. L'autre, c'est que les triceps.
plus, comme expliqué la méthode de Lavier 3, ça va changer en fonction du poids que tu as sur la barre. Parce que léger, tu vas pas avoir le même recrutement musculaire que très lourd. Ouais, ça se vérifie en Attends. Oui, non, mais ça se vérifie, c'est tellement évident quand on le dit, sauf que, c'est violet à tout va. Donc, c'est des mecs, il faut qu'ils sachent, ils ont oublié, c'est ça que je voulais dire. C'est ridicule, tu te connais, tu vois ce que tu ressens et tu le fais. Tu vois ? Et ça va aussi changer avec ton niveau d'entraînement, ça va changer avec ton âge, ça va changer en fonction de plein de paramètres également. Oui, moi, par exemple, actuellement, j'ai beau bosser n'importe quel mouvement en poussée, pour le haut du corps, je prends tout dans les triceps, tu vois. Hop. Mais tout, c'est pas possible. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de triceps, je prenais tout dans les pecs. Tu vois. Et avec l'âge, j'arrive plus à localiser les pecs. Et je prends tout dans les triceps. Et tout. À la fin, j'ai les triceps qui sont morts. Je fais des épaules. Alors les épaules, ça arrive à repasser, à peu près. Mais les pecs, j'ai dit merde. Quand j'étais jeune, c'était un point fort. Maintenant, boum, ça passe triceps. Merde. Alors je vais me trouver et je me mets à sentir les pecs quand je fais des mouvements minables avec des poulies et des charges pas trop lourdes. Et là, je commence à sentir les pecs. C'est dingue, c'est quoi ces conneries? Tu vois? Parce que les triceps. Et les triceps sont tellement morts qu'en fin de compte, je peux même plus pousser lourd. C'est ça, hein. Ah, j'ai vécu ça, j'ai déjà expérimenté ça en fait sans savoir que c'était. Des fois, même moi, quand je voulais porter trop lourd, Avec aussi la dégradation des muscles, j'ai eu quelques petits accidents musculaires qui fait des parties qui sont plus faibles que d'autres, mais pas à ce niveau-là. Il y a vraiment mais là, ce que tu me décris, c'est plus des bouleversements nerveux que. Ouais. Ah oui, je suis obligé de récupérer actuellement, c'est te dire, c'est quand même à moi, pourtant je bosse, j'ai un physique normal, mais pour mon âge c'est bien, je m'amuse. Je suis obligé d'essayer de retrouver de me refaire des connexions nerveuses, tu vois, sur des mouvements, parce qu'elles ont disparu au profit d'autres connexions nerveuses, des épaississements synaptiques, tu vois, des automatismes de poussée. Quand tu t'entraînes d'une certaine façon, tu vas faire des épaississements synaptiques, des connexions neuronales, tu vois, et qui correspondent à des réflexes conditionnés, qui vont enclencher des contractions musculaires d'office, qui te permettent de travailler rapidement et automatiquement. Si tu les perds, tu perds ta force au mouvement. Tu vois. Ça, c'est dans la méthode de Lavier 2. Voilà. Donc, prendre de la force, c'est pas forcément prendre du muscle, c'est créer, par l'apprentissage, des connexions synaptiques qui sont des réflexes conditionnés permettant de travailler plus vite, plus juste, dans le meilleur angle. Et à ce moment-là, de pouvoir les recruter des groupes musculaires, parce que comme tu as pris de la vitesse, tu vas pouvoir taper des fibres à un autre endroit, tu vois, parce que tu vas pouvoir être plus lourd au coucher, tu prends de la vitesse sur la contraction des pecs, ce qui te permet de prendre de la vitesse sur la fin d'extension des triceps. Et donc de développer certaines fibres du triceps que tu n'aurais pas pu. Mais tu vas en perdre d'autres. Alors tu es obligé de refaire des trucs. C'est un travail, en fin de compte, permanent. Qui pousse. Ouais, parce que je posais la question par rapport au mouvement parfait, parce que tu avais un mec qui m'avait écrit justement suite à notre podcast. Il m'avait dit qu'il suit la méthode de Lavier depuis le début, et il a acheté tous les bouquins. Et il disait qu'en fait, il respectait les principes, et ça ne l'a pas empêché de se niquer les coudes. Donc il disait, quand on suit correctement... c'est pas une garantie, hein. Ouais. Donc comme parce quoi... On ne garantit pas que tu as des coudes, mais enfin, ça m'étonnerait qu'il ait écouté ce qu'on dit, parce qu'en général... je dis justement pour les coudes qu'il faut éviter les barres, etc. Ça se trouve, il l'a pas fait. Je sais pas, il n'a pas précisé. Je recommande plus les poulies, justement, parce que les coudes, en général, c'est fragile et c'est un gros trait du bodybuilder, c'est de prendre facilement du triceps, ce qui va lui épargner les coudes en faisant qu'il ait moins besoin de bosser les triceps et moins lourd. Donc, parce que le coude, c'est très fragile. Et une fois qu'il est niqué, en plus... Ah ouais, ça je confirme. Mais pour la technique, on peut rappeler une anecdote russe. Alors je sais plus, c'était un entraîneur d'haltérophilie russe qui racontait, alors je sais plus si c'était en Pologne ou en Hongrie, avec son équipe, c'était encore à l'époque de l'URSS,
Ils étaient allés à une compétition où c'est les autres qui étaient venus. Et donc, ils avaient vu des équipes des pays de l'Est arriver. Ils se sont dit qu'en les voyant, mais ils ont des techniques dégueulasses. C'est nul, leurs techniques d'haltérophile, elles sont dégueulasses, quoi. Et à la fin de la journée, bah, les Russes, avec leurs belles techniques, ils se sont aperçus que les autres les avaient battus. Et donc, les belles techniques, les belles exécutions de mouvements, c'est pas forcément plus efficace. Ils s'avaient battus avec des techniques entre guillemets dégueulasses. C'est comment ? C'est plus des jugements de valeur du genre j'aime bien le bleu, ah bah non, moi j'aime bien le vert. Il n'y a rien de concret. C'est juste des images que les mecs se sont mis dans la tête. Hein. Ce que j'adore, c'est il a un beau squat. Ouais, ça on entend souvent ça. Ouais. Non, on entend souvent, c'est là. Enfin, c'est pas souvent il a un beau squat, c'est j'ai un beau squat. Aussi. J'ai été en championnat de France. Il y avait un gars qui arrive, je ne connaissais pas. Arrive et le mec était comme ça. Quand il arrive à le faire. C'est ce qu'il fait ce mec-là. Il arrive, le squat, il commence à faire le squat, il monte, top. Il arrive au soulevé de terre. J'ai jamais vu ça. Le mec dos rond, complètement travers, c'est ça. Il monte la barre, il était comme ça. De travers en vibrant, tu sais. Il a tout le monde. Tu vois. Il n'avait pas une technique qu'on pourrait qualifier. Il n'avait pas une belle technique. Il était complètement de travers. C'était un cric. Mais au soulevé de terre, il était monstrueux. Et il était tout maigre. Quand tu le voyais, tu te disais, ce mec-là, bon, ça va. Des petites jambes. Il avait des grosses fesses, par contre, un énorme dos. Il faisait un soulevé de terre, il battait les jambes tendues direct. Le mec, tu regardais comment il montait le truc. Je veux dire, évidemment, tu veux faire la même chose, toi, tu te blesses, tu meurs. Déjà, tu n'y arriveras pas. Tu vas essayer, tu vas te niquer la gueule et tu vas pas comprendre ce qui t'arrive, quoi. Mais le mec, c'était un cric, tu le voyais. Et pareil, il avait pas du tout le physique de son soulevé de terre, quoi. Mais il avait une facilité. T'as vu ce mec-là ou pas? Il vibrait en tous les sens, il était de travers. Non, ça me dit rien. Bah, je le connaissais pas tellement. On était avec Florence Ghibellini quand on avait le magazine. Arrive, c'est pas possible. Donc, si tu veux après reprendre sa technique, bah, ça va être long. Il va enseigner, le mec va essayer de pareil, non. Et il faut pas confondre aussi l'effet court terme et l'effet long terme. On parlait de Coleman. Coleman, on voit ses vidéos, on se dit ouais, putain, je vais m'entraîner, je suis un warrior. Maintenant, il n'arrête pas de se péter les vis et il se fait réopérer en permanence pour rien que changer les vis. Ouais, encore maintenant, il a mis dans le dos. Ouais, il va encore se faire opérer encore là. Ben ouais, non mais il va dépasser 10 opérations. Ah, c'est chaud. Hein. Comme je dis toujours, on fait bodybuilding, pas body destruction. Ouais. Mais les gens l'oublient. Le court terme fait oublier le long terme, et pourtant le long terme, ce sera ta vie. Hein. La vie, c'est pas de pérorer sur les forums, de dire que t'es le meilleur, de prétendre que... Non, parce que quand j'en parlais une fois avec Patrick O'Sullivan, il disait, mais c'est vrai que t'en vois certains qui font ça, tu les vois sur les réseaux pendant 2, 3, 4, 5 ans, puis après t'entends plus parler d'eux, parce qu'ils leur arrivent. Ouais, non, mais même, regarde toute ma génération, moi j'ai commencé la muscu en 83, combien il en reste? Ouais. J'étais pas tout seul à commencer. Et la génération d'après, où ils sont tous ces gens-là? Alors il y en a qui ont arrêté, mais il y en a qui se sont niqués bien la gueule. Ouais, nous, Non, mais nous, on le voit, on est peut-être un peu biaisé avec les messages qu'on reçoit de Fred, mais sur les blessures, les mecs ont des pathologies. Alors évidemment, c'est pas les mêmes discours que t'entends sur les forums où moi, je me suis jamais blessé, moi. Jamais. Là, une blessure qui revient souvent, je m'aperçois, parce qu'il y avait le street workout, c'est les arrachements ou les lésions du nerf qui... irradie le grand dentelé antérieur, celui qui fixe l'omoplate sur le bras. Donc les mecs, ils peuvent plus propulser le bras en avant. Quand ils font les tractions, ils sont dans la merde, ils ont l'omoplate qui se déboîte vers l'arrière, tu vois, qui bouge plus. Et alors ça, et puis les médecins, tu regardes, pas pour toi, le doc, hein.
Ils connaissent pas la lésion. Ils arrivent à non, ça va se remettre, tout ça. Attends, on va voir on va voir ce que tu as eu. Et c'est vrai que c'est dur. Comment tu veux voir sur un mec à quel endroit le nerf a été lésé? Un nerf, ça se remet ou ça se remet pas, ou quand ça se remet, la vitesse de régénération, c'est lente. Tu la connais, toi, sûrement. Je sais plus, c'est 1 mm tous les. Ça, c'est au mieux en plus. Hein. C'est dans le meilleur des cas. Souvent, ça se remet pas. Et le problème, c'est tu peux toujours aller chez ton médecin, il va te faire le diagnostic, mais il n'y a pas de traitement. Donc, tu l'as dans le cul plus que profond. Pensez, puis si le nerf, il a juste été un peu à moitié endommagé, tu n'as pas à travailler dessus tout de suite. Tu attends qu'il se régénère quand même, que les gaines se régénèrent. Alors, moi, je dis qu'il faut faire un stretching très léger quand même pour un nerf. Les lésions nerveuses, normalement, tous les patients qui ont... Alors, les AVC, c'est un peu différent, c'est carrément le cerveau qui a été touché, mais tout ce qui est connexion nerveuse et nerfs, il faut normalement essayer de stimuler par la pensée, enfin essayer de stimuler le nerf pour le faire se régénérer plus vite et notamment développer des collatéralités. Et c'est plutôt la stimulation, puisque contrairement à une inflammation, par exemple, tendineuse, articulaire, où là, le fait de continuer l'exercice va continuer l'inflammation, le nerf c'est différent puisque finalement il n'y a aucun frottement mécanique. Le fait de stimuler va plutôt améliorer la régénération. Et tous les patients en neurologie, notamment les AVC, etc., mis à part la phase aiguë, quand il y a le caillot de sang, où là si on peut le prendre en charge à temps, on enlève le caillot, mais une fois que l'AVC est constitué, le traitement qui permet aux patients d'améliorer le pronostic fonctionnel, c'est de faire de la kiné, de la kiné pour rééduquer le plus précocement possible toutes les connexions nerveuses qui ont été perdues, donc de façon intensive et de façon précoce. Les patients qui ne peuvent plus parler, il faut justement essayer de les faire parler au plus vite dès qu'ils ont passé la phase aiguë, c'est-à-dire dans les 24-48 heures. Renvoyer de l'influx nerveux et des neurotransmetteurs sur les nerfs synaptiques, qui vont permettre, lors des phases de sommeil et de récupération, au corps de régénérer ces parties de nerfs, tu vois, quand il y a le corps au repos, des traceurs chimiques qui se mettent sur les nerfs, et il y a une reconstruction du nerf qui se fait, puisqu'à ce moment-là, il y a des molécules qui se mettent dessus pour pouvoir faire repasser l'influx plus rapidement la prochaine fois. On n'est fait que de réflexes conditionnés. Donc c'est des réflexes conditionnés de pensée, pour que le mec il arrive à parler, tout ça, mais aussi des réflexes conditionnés motrices. Tu vois, et c'est pour ça qu'il faut repenser au mouvement, essayer de faire des mouvements légers, rebouger, essayer de retendre le mouvement, et c'est la volonté va régénérer en fin de compte ton système nerveux, parce que quand tu penses à quelque chose et quand tu essaies de faire le mouvement, t'envoies en fin de compte un influx électrique plus des molécules qui se mettent dessus et qui protègent le nerf et la connexion nerveuse de la dégradation et qui font qu'elle se régénère aussi. J'avais envoyé un truc là-dessus, le doc, pour les mecs qui faisaient du sport. Quoi? J'avais envoyé un abstract là-dessus, les mecs qui faisaient du sport par rapport à l'AVC. Ça dit rien parce que tu l'as pas lu. Si, non, je lis toujours. Je lis des abstracts, je lis pas les articles, mais... Je fais une pub, mais une pub parce qu'il y a dedans. Ils vont, ils prennent l'éveil des consciences, alors je parle de plein de sujets, mais c'est très important de comprendre, parce que même pour le sport, et ils vont à l'endroit où on parle du fonctionnement de la mémoire, que ce soit la mémoire classique, penser à ta maman, ou penser au mouvement que tu as fait pour accélérer en fin de compte le mouvement. Il explique comment les réflexes conditionnés se font, tu vois, et comment notre cerveau se dégrade et se reconstruit tous les jours. Tu vois. Mais donc, c'est vrai que ça c'est intéressant, et je pense que les gens qui sont de base sportifs avec des bons schémas moteurs, des bonnes connexions, c'est empirique, mais je pense que ça aiderait fortement en cas de lésion nerveuse, puisqu'on a déjà avant la lésion une meilleure facilité à recruter. Donc je pense qu'on sait déjà plus ou moins instinctivement en muscu, c'est ça qu'on fait, c'est d'apprendre à sentir son corps. Donc en fait je pense qu'une personne qui fait de la muscu et qui sent déjà parfaitement son corps avant, s'il fait un AVC ou une autre lésion nerveuse, pourra arriver à se régénérer plus facilement, parce qu'il sait déjà en fait qu'est-ce qu'il faut activer. Le problème c'est que si tu te fais une lésion nerveuse et que avant la lésion tu ne sais pas comment activer finalement le muscle ou le nerf, c'est comme les mecs qui font de la muscu et qui disent j'arrive pas à contracter mes pecs volontairement. Ces gens-là, j'en sais rien, mais si tu leur fais une lésion du nerf qui va contracter le pec, comment veux-tu qu'après la lésion, où c'est encore plus difficile de sentir, ils puissent arriver à réactiver ce nerf-là? C'est ça qui est très difficile, alors qu'une personne qui savait le faire avant peut arriver sans qu'il y ait forcément de réponse motrice, puisque le pec
même si tu sais le contracter, si on te coupe le nerf, il ne bougera plus. Mais toi, tu sais comment le localiser, même sans que ça bouge. Donc je pense que tu peux arriver, en ayant un bon schéma corporel, à mieux récupérer. Et les nerfs repoussent un petit peu, très lentement. Mais très lentement, ouais. Mais j'ai plus c'est pas une garantie. Hein. Non, bon, c'est pas une garantie. Gagne 1 centimètre ou 1 centimètre. Et des fois, il y a des lésions nerveuses. Parce qu'il y a la lésion, comme il dit AVC, au niveau du bloc de commandement. Mais tu peux avoir des lésions sur le trajet du nerf. Alors, où elle est la lésion? Est-ce que le nerf est sectionné complètement? Ou est-ce que le nerf est en partie sectionné? Et donc, tu peux avoir... tiens, explique-nous un peu, parce que la structure du nerf avec le sensitif extérieur, je crois, et le moteur intérieur. Ça dépend des nerfs. Tu as des nerfs sensitifs, tu as des nerfs moteurs. Ensuite, ça arrive au niveau des racines nerveuses et de la moelle épinière, avec les cornes antérieures qui sont motrices, les cornes postérieures qui sont sensitives. Voilà. Ça remonte le long de la moelle épinière et ça arrive au niveau donc du bulbe, du tronc cérébral, et à la fin ça arrive au niveau, ça se croise. Alors certes, selon les sensibilités, c'est assez compliqué. Tu as les sensibilités profondes, les sensibilités superficielles, la motricité, et tous ne croisent pas au même niveau. Croiser, ça veut dire que le lobe gauche moteur va contrôler le côté... là je montre l'inverse, mais bref. Le lobe droit de ton cerveau va contrôler la partie motrice gauche. Donc c'est pour ça que si tu fais un AVC à droite, tu es paralysé, tu es hémiplégique à gauche. Et donc ça croise à des niveaux différents. La motricité, alors là, en plus les gens ils vont se foutre de ma gueule, mais je sais plus quelque chose qui croise. Mais voilà, la sensibilité croise à un endroit et la motricité croise à un autre endroit. Et tout ça, c'est des mécanismes, je ne sais pas si c'est de la protection. Je ne sais pas pourquoi anatomiquement... le corps a été façonné, je veux dire, a évolué d'une façon que ça croise pas au même niveau, mais toujours est-il que c'est comme ça. Et protection à la base pour éviter que certains soient endommagés et que on va dire l'être vivant ne puisse plus survivre, transmettre ses gènes. Ouais. En général, tous les canaux apportant l'énergie ou l'information, en général, à part la sensitive, parce qu'on a besoin d'avoir un contact avec le monde, ils passent dans des endroits qui ne sont pas forcément facilement atteignables par un choc extérieur. Donc en général, ça doit répondre à ça. Tu vois, les artères, tu les as pas à l'extérieur. Elles passent à l'intérieur de la jambe, elles passent sous les bras. Parce que si à l'extérieur, la moindre blessure extérieure dans une confrontation au milieu, c'est mort, quoi. Alors là, ça passe dessous, tu vois, là. Les artères, même le système nerveux passe même profond aussi. Donc ça t'évite quand même de... que la lésion, que les blessures superficielles t'endommagent. Ça c'est sûr. C'est comme à l'intérieur des jambes, tu sais, les artères, elles passent, elles sont derrière l'articulation, mais si elles étaient devant, ça pose un problème. C'est des règles simples de protection, tu vois. L'artère fémorale, elle est au-dessus, elle est sur la tête fémorale, mais en tout cas, elle est assez profonde. Oui, elle est protégée, quoi. Elle est quand même assez profonde. Par un paquet adipeux, même. Parce qu'avec le redressement qu'on a fait, chez les animaux, elle est interne, donc tu la chopes pas au contact. Le problème avec le redressement de l'être humain, c'est que l'artère fémorale est devenue quand même relativement accessible, tu vois, extérieurement. Après, il y a un paquet adipeux qui se met dessus, tu vois, une protection. Non, et puis elle reste interne. Quand on veut la ponctionner, il faut la façon la plus facile, c'est de mettre la jambe en rotation externe et sur le côté pour écarter en fait le point de ponction, quoi, pour en fait la rendre la plus accessible possible. Donc oui, c'est quand même un petit peu en interne. C'est pas, on peut. Les gens qui savent pas palper une artère fémorale, ils vont avoir quand même un petit peu de mal. C'est pas intuitif parce que ça reste quand même assez profond et assez. Ah oui, la nature protège bien les choses. Hein. Ouais. Sinon, il a moins de blessures. Tu te blesses l'artère fémorale, en général, ça se traduit vite par la sanction est immédiate, quoi. C'est clair. Distillation. Transmets pas que j'ai. Et juste pour revenir au délai des nerfs, là j'ai juste vite fait regarder sur internet, je savais plus le délai exact, mais tu as deux types de lésions. Effectivement, tu as les sections complètes de nerfs, où ça, la récupération est incertaine, mais sinon ça récupère, c'est 1 mm par jour. Mais ça, pour que ça récupère à 1 mm par jour, ce qui est finalement pas si long que ça, 1 cm en 10 jours, c'est honnête quand même, quoi. C'est pas une récupération en 6 mois, mais il faut que la myéline ait été... donc la myéline, c'est la gaine autour du nerf pour les nerfs qui sont myélinisés, pour améliorer l'influx nerveux et accélérer la conduction, soit préservée, ou en tout cas que le chemin reste tracé. Sûr que si tu as un bout de nerf qui est là et l'autre qui est là, la probabilité qu'ils aillent se rejoindre est quand même faible. Donc
Donc voilà, donc dans les lésions nerveuses, tout n'est pas perdu, et notamment ça peut se voir parce que des fois on a des pratiquants qui disent j'arrive plus à contracter mon triceps, je me suis blessé, souvent c'est les nerfs au niveau des vertèbres quand ils se font des petits traumatismes au cou, c'est rarement à la muscu, c'est plutôt quand les mecs qui font aussi des sports de combat où ils se prêtent un jour un petit pet au cervical et puis ils disent ouais j'arrive plus à contracter, ou je sens plus le bout de mes doigts, ou j'arrive plus à contracter. Ils consultent pas tout de suite pour se faire fixer le nerf et puis ensuite tu vois leur triceps qui s'atrophie et il y en a un à ma salle de sport, c'est ça, un jour il me dit ouais hier je me suis pris il faisait de la lutte, il a pris un triceps il est revenu son triceps, c'est la savée, c'est reparti. Ouais, c'est Mahmoud. Ouais, mais c'est revenu lentement, mais il est revenu, voilà, au bout de 6 ans il est revenu. Et maintenant il a travaillé, je me souviens, je le conseillais de bosser. Ouais. Je lui disais, essaye quand même de le localiser, tout ça. Je lui disais, ça revient doucement. Ouais, c'est ça. Mais pendant 2 ans, il avait plus de triceps. Et il disait les pompes, ça se voyait clairement qu'il était déséquilibré, quoi. Son triceps se contractait plus. Oui, il avait dû, au niveau de la base du cou, abîmer le nerf à la sortie de la cervicale, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, à force. C'est l'externe qui avait été abîmé, tu vois. C'est pas tout le nerf, c'est une partie qui avait été. Détruite par frottement sûrement, ou écrasée, compressée avec... Ouais. Bah après normalement dans les nerfs qui commandent les muscles de la main, je l'avais appris quand j'ai passé le concours, mais t'as plusieurs nerfs et là en direct j'ai un trou de mémoire, mais t'as je crois 4 ou 5 nerfs qui commandent différents muscles. T'as le biceps, le triceps, en tout cas chaque nerf est différent. T'en as 4 ou 5 et t'en as un qui commande le triceps, et je crois que c'est l'extension de la main, en tout cas toute la face derrière. Enfin il faudrait voir ça sur un bouquin mieux que moi, parce que là c'est plus... comment je me justifie. Là je suis en sueur. Hein. Mais... Beaucoup de lésions au niveau des nerfs du bras. Les mecs, alors ça fait pas des paralysies, mais souvent ça fait des fourmis. Ouais. Tu sais, les mecs, alors ça dépend du nerf qui est touché. Hein. Souvent c'est des problèmes de lésions en muscu. On va parler de lésions de compression au niveau des sorties des nerfs, au niveau des cervicales. Les mecs, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, mais écoute, mon gars, essaye d'éviter tous les mouvements où tu mets la tête en arrière. Parce que c'est quand la tête est en arrière, souvent, tu vois, que tu vas faire une compression de la sortie nerveuse. Donc, il faut rééduquer le mec à faire ses mouvements avec la tête droite et légèrement penchée en avant, tu vois, droite comme ça, tu vois, pour éviter la compression. Parce que moi, je l'avais ici, je l'avais là, des fois, et souvent. Hein, alors, c'est simple, hein, ulnaire, c'est ça. Le petit doigt là, souvent on a les fourmillements à tous, mais il y en a qui en ont tous. Et alors je dis, mais quand vous voulez savoir de quel nerf, en général ça appuie sur du coup, vous prenez un atlas d'anatomie et vous regardez le trajet des nerfs, et quand vous voyez que vous avez fourmillement des droits, vous savez à peu près quel nerf vous avez été touché au niveau du cou. Voilà, c'est juste pour savoir. Après, c'est la rééducation, le positionnement du cou qui est importante pour éviter de se faire mal. Tu vois, il y a plein de mecs qui font leur dips, le cou, la tête en arrière, ils se finissent avec des pathologies dans les doigts. La nuit, ils ont des fourmis. Quand ils conduisent, ils ont des fourmis. C'est particulièrement insupportable. Mais ça, c'est pas grave en général, parce que la position de la tête rectifie ça très vite, tu vois. Et en général, c'est plutôt de la contraction musculaire qui comprime des nerfs. Tu vois, mal positionné, une mauvaise position de cou quand ils sont jeunes. Après, les vieux, c'est de l'arthrose, c'est le plus gênant. C'est vraiment... quand ils sont jeunes, c'est souvent des pathologies, des contractions qui entraînent des problèmes. Et puis une contracture, ça met du temps à partir. Mais les lésions principales que j'ai vues nerveuses, les vraies lésions nerveuses avec rupture, abîmée, c'est le grand dentelé, classique des street workers, des mecs qui font de la traction barre fixe et tout, ils se laissent tomber, boum, comme ça, pouf, section sur le nerf, tu vois. Ils ont le nerf trop court, c'est souvent quand les mecs sont larges d'épaule avec les omoplates qui bougent, ils ont l'omoplate qui se détend et clac. Ouais. Moi, ça peut pas arriver, mon omoplate il bouge pas. Et le mec qui est large d'épaule et tout, alors lui il va avoir ça, il peut l'avoir. Tu vois. Et un autre problème, aussi souvent des pathologies similaires, c'est la rupture du nerf qui, alors je me souviens plus du nom, mais j'avais noté la pathologie, personne ne l'avait fait, il y a que moi et un médecin canadien, même en anglais on ne le trouvait pas. C'est le nerf qui irradie, et là c'est terriblement douloureux, les rhomboïdes, les rhomboïdes et l'angulaire de l'omoplate. Quand tu éloignes ton omoplate, dans un mouvement, tu vas chercher un truc, le mec est là,
tu vois, hop, tu vas le chercher, tu tires sur ce nerf et tu lui fais une lésion et c'est extrêmement douloureux. Et alors, ça monte jusque dans le cou, les mecs, ils sont comme ça, quoi, après, tu vois. Alors ça se remet doucement. Un an, 6 ans après. En général, moi, je dis, tu comptes 6 ans. Mais ouais, juste une... Il se plaint tout le temps. Bon, vas-y maintenant. Et quand il sait que c'est ça, ah bon, bah ouais, tu vas le récupérer en 6 ans. Ah d'accord, ok. En fait, ça va mieux. Il se relaxe, il se calme, il est mieux. Et juste une précision, tu as dit, ouais, vous regardez dans un atlas d'anatomie quelle est la partie. En vrai, si ça vous arrive et que d'un coup vous faites un faux mouvement, que vous avez un traumatisme ou que vous ne sentez plus vos doigts, allez voir aussi allez voir quand même en urgence. Allez voir un médecin. Mais moi je parle des petites fourmis, je ne parle pas du truc grave. Et quand on le dit au cas où, parce que sinon... Oui, bien sûr, il faut aller voir les médecins. Il y a des gens qui prennent tout au pied de la lettre, tu sais, où ils t'envoient un message à toi, à moi, et t'es une bouteille à la mer, quoi. Donc quand t'as un vrai problème, il faut quand même prendre les choses en main sérieusement. Tiens, raconte-moi les mecs dans ton service, tu m'avais pas raconté qu'ils pensaient qu'ils allaient tout guérir avec la méditation, la régénération? Ouais, non mais ça... non mais j'avais vu un patient comme ça quand j'étais en premier semestre d'internat, un mec qui se réveille 20h du soir, il commence à avoir mal dans la poitrine, ça va dans la mâchoire, l'épaule, donc voilà la douleur typique d'infarctus, sauf que le mec il dit bon ça va passer, il va se coucher, il n'arrive pas très bien à dormir et il me dit moi je ne crois, enfin la médecine, les médicaments c'est pas pour moi je suis adepte de la médecine naturelle, bon après voilà, et il me dit je me suis fait une infusion de plantes et je me suis appliqué des huiles essentielles sur le thorax et j'ai attendu que ça passe. Il dit sauf que le problème c'est que la douleur ne passe pas, mais sans grande surprise et finalement le lendemain au bout de 24 heures la douleur s'arrête. Donc les gens, en fait, pourquoi la douleur s'arrête? Parce que quand tu bouches une artère, les tissus, ils sont d'abord ischémiques, ils manquent de sang, et puis au bout d'un moment, ils meurent. C'est comme toi, si on te coupe l'oxygène, t'as 3 minutes de temps où tu vas pas être très bien, et puis au bout d'un moment, bah, tu vas mourir. Donc le tissu, c'est pareil, et donc en fait, il a fait un infarctus, il a plus mal quand le muscle était mort, en fait, et il arrive ensuite parce qu'il est essoufflé, donc en insuffisance cardiaque, c'est-à-dire son muscle qui se contractait normalement, bah bien sûr, quand t'as la moitié de ton cœur qui ne se contracte plus, t'es pas bien. Et donc il arrive avec effectivement la principale artère du cœur bouchée, et c'est tellement con quand tu vois ça et que le mec tu vois, il s'applique des huiles essentielles parce qu'il est en gros contre la médecine. Et pour les problèmes sérieux il faut voilà. La médecine conventionnelle, hein, c'est quand tu as un problème sérieux, quand tu au cœur, à la poitrine, ou quand tu as une douleur dans le bras gauche, ou un truc, hein, c'est ça. Hein. Non mais c'est ça, si tu as un rhume, si tu as des problèmes, tu peux te permettre d'attendre, de tenter des remèdes alternatifs, mais quand tu as des choses sérieuses, on n'a jamais guéri d'infarctus malheureusement avec des huiles essentielles ou des bolus d'huile de poisson, quoi. Les oméga 3 pour thromboliser. Là, vaut mieux passer à la rénovation de la tuyauterie, c'est ça? Exactement. Changement. Exactement. Un petit stand, ça fera toujours mieux que... Là, c'est la grande force de la médecine occidentale, c'est on ouvre et on répare, hein, on récure, on coupe, on raccourcit ou on rallonge, c'est ça? C'est ça. C'est la force de la médecine occidentale, un pays d'ingénieurs. Un monde d'ingénieurs, on va dire un continent d'ingénieurs, c'est ça? Exactement. Donc la médecine alternative, il y a plein de choses pour lesquelles c'est très bien, mais il y a aussi des choses malheureusement où ça ne permet pas de guérir les pathologies qui sont sur ce que tu as dit d'ailleurs dans ta vidéo, la dernière qui est sortie là. Exactement. Ouais. Ok. Et pour revenir à la méthode de la V3, une petite question pour toi, Michael. Comment utiliser la méthode de la V3 comme outil? Est-ce que c'est un bouquin que je prends à côté et que je dois faire des trucs Est-ce que tu peux faire des dips ou des pompes sur le livre? Non, con lui. Ah mais c'est vrai, comment utiliser ce bouquin? C'est une aide, d'accord. Mais est-ce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est un bouquin qu'on peut lire plusieurs... 10 fois. Quoi? Tu prends 5 pages par jour et 5 fois dans la journée, tu lis une page. Voilà. Ouais, non mais c'est vrai que t'es pas obligé de commencer à la première page et... Si tu t'intéresses aux bras, tu peux lire le chapitre sur les bras et commencer comme ça. Si tu t'intéresses à l'anatomie, tu peux lire toute l'anatomie, pas forcément en commençant au début, puisqu'en fait, on prend le corps humain et
Si tu t'intéresses qu'à l'anatomie, par exemple, il y a plein de mecs, je suis sûr qu'ils vont s'intéresser qu'à l'anatomie des mollets. Tu peux lire que l'anatomie des mollets, le chapitre sur les mollets, et puis progressivement. Mais bon, on parle aussi des bras, hein, parce qu'il y a quelques mecs qui sont intéressés. Par les bras. Le chapitre sur les mollets, ça a intéressé pas mal de monde. Alors j'explique un peu parce que Gundil, il faut dire la vérité, c'est Gundil qui a écrit le bouquin. Parce que nous on discute, hein. Gundil ça fait comme ça, on discute. Et c'est vrai que toutes les bases anatomiques, alors ça se passe comme ça, je l'ai fait dans mes recherches en évolution humaine, en paléontologie, sans but bodybuilding. Je regarde les comparaisons, j'explique pourquoi. Et après, je transmets en avant-première les explications évolutives à Gundil, tu vois, et on les adapte, tu vois, et on regarde ce qu'on en tire par rapport aux différences individuelles en recherche évolutive, morphologique, quelles en sont les conséquences sur la musculation. C'est comme ça qu'on bosse. Et là, on en discute dans la bagnole, et Gundil va s'amuser à chercher les exos. D'accord. Parce que, quand on parle, c'est quand je fais des... Bon, des fois, on est au téléphone comme ça, mais souvent, quand je fais des kilomètres en bagnole, le fait de regarder la route, tu sais, ça me fait un peu un système de méditation, et je projette mon esprit vers l'avant, donc vers le futur et vers l'interrogation sur le monde. Tu sais, c'est cette histoire de méditation. Il y a deux façons de méditer. En vérité, c'est très basique au niveau évolutif. Les mecs, ils croient que c'est oui, non. Si tu regardes un point qui est devant toi, tu te projettes dans la réflexion future. Et le cerveau, ça va fonctionner comme ça. Boum. Et tu fonctionnes mieux. Et comme j'étais en voiture, tu es projeté spirituellement dans le futur. Donc, tu es projeté pour tout. Et donc, tu fonctionnes mieux. C'est une espèce de méditation. Et du coup, tu l'appelles pour... Et je l'appelle quand je suis en bagnole, je lui tiens la jambe pour combien de temps, Gundil, des fois? Ben, ça dépend. De tout, hein. Combien? Au moins des heures, je pense, 2-3 heures. C'est variable, parce que des fois, c'est le réseau qui est pas très bon. Ouais. Michael, je passe notre tunnel. Et comme moi j'ai déjà les dessins dessus, je lui envoie, tiens, ça c'est évolutif, tout ça, parce que moi j'adore le bodybuilding parce que ça me calme. Mais j'adore pas le bodybuilding pour faire du muscle. J'aime bien avoir des gros bras, taper fort, un mec qui m'emmerde, ça a l'air de me sentir rassuré, mais j'ai pas une quête du physique. Gundil a une quête de l'harmonie du physique, tu vois. Moi. Par contre, la muscu pour moi est une drogue. Il faut qu'il le fasse, il faut qu'il me défonce dessus, je réfléchis. Mais après, j'aime bien, moi, l'évolution humaine, comprendre d'où on vient. Et avec Gundil, on fait un travail vraiment complémentaire, tu vois. Ouais, c'est intéressant cette méthodologie. Allez. Et lui, après, va rechercher ce que j'ai dit, tu vois, en fonction des comparaisons, des squelettes. Et puis, il va aller chercher sur les recherches scientifiques au niveau de tous les labos, tout ça, ce qui confirme ce que j'ai dit. Et il va approfondir pour la muscu. C'est pour ça que c'est mon pote et qu'on bosse super bien ensemble depuis combien, Gundil? Mais je sais pas, je crois que le premier livre c'est 2007 ou quelque chose comme ça. Donc ça fait plus de 10 ans en fait. Et ça paraît même plus. Ben non, pour les livres. Pour les livres. Après. Oui, ensemble. Et c'est pour ça qu'on bosse bien ensemble. Parce qu'il s'intéresse à des trucs qui ne m'intéressent pas. Et moi, je m'intéresse à des trucs dont il ne s'intéresse pas, mais qui lui servent dans les trucs qui s'intéressent. Oui, et tous les trucs qui m'intéressent pas et qui me servent à rien aussi. Il t'envoie tout. La proportion grimpe de façon exponentielle. Et il y a des mecs qui disaient ouais, le livre est écrit par lui. Il dit oui, mais tout ce qu'on a expliqué sur les mollets, c'est les mecs. Il faut savoir qu'on n'est pas un livre qui fait du recraché. Tu vois, on a un machin dit ça. Non. Ouais. On fait de la recherche, Gundil et moi. Ouais, c'est important ce que tu dis, ouais. C'est pas un livre qui vient compiler ce que les autres ont fait. C'est on adapte, on observe, et on prend un truc quelque part, une observation en évolution, en pathologie, en médecine, et on la réintègre dans le domaine de la musculation, donc celui qui nous intéresse. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on est complémentaires. Tu vois. Ouais, c'est clair. On évite les conneries, parce que je voyais comment... Il y avait une conférence à l'INSEP, donc des grands spécialistes, hein. Attention. Et puis il y a un mec qui pose une question, voilà, j'ai un athlète, il a des gros mollets, qu'est-ce que la science explique la façon dont il faut s'entraîner? Alors t'as le mec emmerdé, ouais alors, tu vois, il sait déjà, il sait pas pourquoi, quelle est la différence entre des gros mollets et des mollets tout maigres. Les conséquences, etc. Tu vois, le mec était dans ses études, dans ses
Alors que quand tu as des gros mollets, on t'évite de faire, enfin pour un sprinter par exemple, hein, c'était le cas, t'évites de faire de la muscu pour les mollets. L'autre essaie de lui trouver une réponse soi-disant scientifique parce que c'est un scientifique, machin et tout. Bah, les causes évolutives quand même. Hein. Pourquoi t'as des gros mollets? Pourquoi t'en as pas? Oui, non, mais après, il en a rien à foutre de pourquoi le mec il les avait. Donc, moi j'aimais bien le maître. Tu connais le maître, le sprinter français là. Il paraît un peu neuneux, sauf qu'il l'est pas. Ah non, du tout. Sauf qu'il est tout sauf neuneux. Il a une espèce de simplicité de savoir. Tu vois? Il dit non, en sprint, faut éviter absolument de prendre du volume dans les jambes. Attendez, c'est lourd à porter. Tu vois? Les mecs ne comprennent pas, mais non. Tu ne prends pas de volume dans les jambes en sprint. Si tu prends du volume dans les jambes, dans le bas des jambes, tout ce qui est quadriceps vers le bas, il dit non, il ne faut pas des trop gros quadriceps. Et les mollets, il ne faut pas. C'est lourd à porter. Tu vois? C'est le problème des athlètes, je disais tout le temps, des athlètes japonais qui ont les meilleurs, parce qu'ils ont un très bon influx nerveux, des très bons automatismes. Tu sais, ça doit être la sélection naturelle du mec, bien organisé, capable de pas s'énerver, de pas avoir l'influx nerveux qui part partout, tu sais, de localiser sur un point dans un milieu où tout le monde est organisé parce qu'on est trop nombreux. Ils ont une morphologie assez musculaire et ils ont souvent beaucoup de champions juniors en sprint. J'ai entendu une connasse. L'avenir est au champion asiatique. Non. Ils sont bons en junior, ils ne passent pas junior. Pourquoi? Parce qu'en passant senior, tu es obligé de conserver ton influx nerveux, tu l'as de base, mais pour augmenter un peu ta performance, tu es obligé de prendre du bloc moteur. Et un asiatique, son bloc moteur, il prend dans le bas de la jambe. Ouais, les gros mollets, tout ça. Là. Donc il va faire de la musculation, il va prendre du quadri et du mollet. Ah ouais, il va être plus fort sur un mouvement long, mais il va s'épuiser sur la course rapide. Pour démarrer vite et après c'est fini. Il faut qu'il mouline avec des laisses de cheville et des laisses de jambes. Alors que un Africain, un afro-descendant, il a rien dans le bas de la jambe, il a tout dans les fesses. Pas du centre de gravité. Donc alors lui, il peut charger, on va dire la vérité, il peut se prendre des stéroïdes, il peut charger discrètement l'ordre de croissance, il va tout prendre dans le bloc moteur près du centre de gravité. Et là, il va mouliner des grandes jambes pour pas prendre de volume, mais il aura pris du cul, du fessier, du psoas, tu vois, un peu de quadri vers le haut, ce qui fait qu'il ne va pas perdre en moulinage, en laisse, il ne va pas s'alourdir, il va juste alourdir le bloc moteur qui va tracter une structure légère. Ça, c'est ce qu'on explique dans le livre que je suis en train d'écrire. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel dans les 2 prochaines semaines. S'il y en a qui veulent participer aux photos et qui sont sur la région parisienne, qui m'envoient un message sur Facebook. Alors, c'est pas un bouquin de culturaux, c'est un bouquin de sport, de la muscu pour le sport. Donc, il faut avoir une bonne tête et une bonne tête de sportif. Donc tu cherches pas forcément un physique athlétique, faut avoir, c'est surtout la tête hein, sur les photos de toute manière. Ouais. Tu sais ce qui serait bien, c'est de dire au type, si on a des sportifs européens avec des physiques d'Européens, pour montrer des morphologies, ouais, là, c'est compliqué après. Et c'est pas mal de montrer, et de montrer des physiques d'Africains. Si on a des afro-descendants ou africains, tu vois, avec des physiques ou des physiques de marathoniens ou des mecs qui nous écoutent, tu sais, ou des physiques de sprinteurs, tu vois, c'est intéressant aussi de montrer la différence. S'ils veulent être dans le bouquin, bien sûr, on force pas, hein, mais c'est pour bien montrer les adaptations, tu vois, en fonction des climats. C'est pas des adaptations, c'est les conséquences qui les intéressent. Donc on montre les structures et les conséquences que ça peut avoir. Donc l'appel est lancé, hein, vous écrivez à Michael sur son Facebook, il répond à tout le monde, sauf au con. Et puis voilà. Et je voulais pendant 2 semaines, c'est ouvert pendant 2 semaines, donc faut pas traîner. Ouais, pendant 2 semaines. Et certaines pathologies qui entraînent en fin de compte des avantages dans certains sports, tu vois. C'était je crois Phelps, le mec en papillon là. Ouais, Michael Phelps. Qui avait un problème de collagène, d'hyperlaxité, ce qui lui donnait un avantage énorme sur le papillon. Et en plus, une grande structure de bras. Ouais, il avait des bras qui allaient jusqu'aux genoux. Et une capacité de moulinage
parce qu'il avait une hyperlaxité, tu vois, qui pouvait être un problème ailleurs. Et je me demandais si les nageurs, ils étaient pas un peu larges du cul aussi, et des hanches, par rapport aux autres. Sûrement, ça doit jouer un peu pour la flottabilité. Même la répartition graisseuse pour un nageur joue. Ah bah c'est même plus que tout, oui. Mais... J'avais expliqué pour les Africains, tu vois, pourquoi les Africains nagent. Pas tous les Africains, bien sûr, les Africains mâles nagent pas. C'est parce qu'ils sont denses, oui, ils ont moins de gras, parce qu'ils n'ont pas besoin de stocker du gras pour l'hiver, ça c'est un fait. Mais en plus, comme ils n'ont pas besoin de thermoréguler, de produire de la chaleur par leurs muscles, le mouvement, l'hiver, bah, ils ont des structures, ils ont des poumons proportionnellement plus petits. Alors que l'Européen, il a des gros poumons. Alors c'est pas pour avoir une grande... Non, c'est parce qu'il utilise l'oxygène qui est le comburant du carbone, pour produire de la chaleur pour passer l'hiver. Ça, c'est des adaptations que nous avons héritées en grande partie de Néandertal et de ses ancêtres. Nous, les Européens. Alors, ils sont moins gras. 2, ils ont moins de flottabilité due aux poumons. Donc, ils ont moins de gras qui flottait. L'huile, ça flotte sur l'eau. Et en plus, ils ont de moins gros poumons. Oui, non, mais plus t'es musclé, en plus, plus tu coules. En plus, bah oui, et en plus moins gras, tu vois. Donc ils ont une densité qui est pas top. Ce qui se retrouve pas chez les femmes africaines qui ont tendance, en général, à être un peu grasses du cul, comme une femelle, tu vois. Nos femelles, nous, les Européens, parce qu'on est Européens, nous. On est obligé de dire, mais il n'y a pas de valeur supérieure, on regarde des morphologies, qui, elles, arrivent à remonter par rapport au niveau... on va dire, compétition, on retrouve des fois des Africaines, afrodescendantes, à haut niveau de natation. Parce qu'elles ont la musculature plus importante que l'européenne, qui, elle, globalement, restait dans la caverne ou à la maison près du foyer pour éviter que les petits, l'hiver, sortir avec, ou au printemps, début de printemps ou automne, ou fin d'automne, sortent avec dans les travaux à l'extérieur et par les muquosités attrapent des bactéries pathogènes de la sphère respiratoire qui les tuent. Tu vois, donc le reste intérieur sont moins musclés, alors que les Africaines pouvaient aller bosser au champ, du moment où l'homme a évacué les prédateurs, et justement être productrice avec le bébé sur le dos et le nourrir en même temps sans risque de pathologie pulmonaire pour les bébés. Et on trouve des nanas qui sont plus musculaires puisqu'elles rapportent plus d'énergie, elles étalent la production, et qui continuent à être grasses pour nourrir le petit, tu vois, certaines aussi grasses européennes des fois. Alors, si maintenant elles sont grosses aussi, il y a quand même dans les zones où il y a des famines, c'est bon, elles font beaucoup d'enfants, elles ont tendance à être un peu grasses, alors que l'homme non. Et donc au niveau natation, ça fait des nanas qui ont la possibilité d'égaler les Européens. Peut-être un petit peu moins de flottabilité des fois, mais plus une glisse de muscle, ça compense. Selon les origines climatiques et le milieu, quoi. Ça fait des champions comme l'Africain. Pourquoi il court mieux? Oui, parce que c'est culturel. C'est pas culturel, c'est structurel. C'est aussi culturel, mais c'est avant tout structurel. Tu vois? Faut arrêter de mentir aux gens. Je veux dire, on est tous pareils. Je veux dire, c'est insulter les Blancs, insulter les Africains. C'est-à-dire emmener des gens dans des zones où ils ne seront pas performants, où ils vont se blesser, par exemple, tu vois. C'est tout. Dire, t'es objectif avec les gens, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des Africains qui vont avoir des morphologies d'Européens ou des Européens qui vont avoir des morphologies d'Africains. Si je te montre mes mollets, tu dis, merde, il a chopé ses mollets, j'ai des mollets d'Africains. Mais vraiment, en plus, je travaille lourd et moi j'ai que du tendon. J'ai du problème pour soulever des marins, puisque quand je descends, je récupère l'énergie cinétique dans mes tendons et je la rebalance à la montée. C'est amusant ça. J'avais aussi je voulais rebondir sur un truc tout à l'heure, Fred. Tu disais que vous faites un travail de recherche. Et c'est intéressant parce que je voulais rebondir là-dessus parce que j'ai des discussions des fois avec des gens qui nous suivent. Ils sont influencés par des gens qui font des vidéos qui se basent sur des études. Et en fait, la différence, c'est que eux, Fred et Michael, ils font des travaux de recherche. Ils vont pas prendre une étude, lire vite fait la conclusion, ils vont balancer des idées, etc. C'est un travail de... Je pense, tu fais comment, Michael? Tu compares, tu vires ce que tu as besoin? Attends, déjà, on n'est pas à égalité parce que moi, je fais ça depuis plus de 25 ans, plusieurs heures par jour, tous les jours. Ouais, voilà. Donc déjà, le mec qui fait ça depuis 3 jours...
Moi, je suis pareil que lui, on est à 30 ans à peu près. Donc voilà. On va passer l'anatomie depuis que j'ai 20 ans. Ouais. Et donc, tu fais comment alors, Michael? Non, mais moi, je parlais de périodiques médicaux, hein, parce qu'avant, je lisais la période où j'ai franchi la barrière entre, je lisais les magazines de muscu et puis... Passer son temps, Gundil, moi j'ai connu passant son temps à aller à la bibliothèque photocopier les articles scientifiques. Ouais. Pendant des heures et des heures tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est pas le mec qui fait de la muscu 1 heure, il arrête 6 mois, il reprend, quand je dis c'est 25 ans non-stop, tous les jours, plusieurs heures par jour. Après, les gens, c'est pas concret pour eux. Il n'y avait pas Internet. Hein. C'est-à-dire, les études, elles arrivaient à la... T'allais où à la... Je l'avais dit dans l'interview, la bibliothèque interuniversitaire de médecine. Ah ouais. Et là, j'allais bosser. T'allais à laquelle? J'avais pas qu'à celle-là, t'allais à d'autres. Non, j'allais à la pharmacie, j'allais à l'INSEP, parce qu'ils n'avaient pas tout. Et je me souviens, au début, dans sa tête, il faisait pas les connexions nerveuses, les connexions entre tout. Tu vois. Il apprenait comme un singe savant, jusqu'au moment où il arrivait à faire des liaisons. Ah oui, mais si ça dit ça là et ça dit ça là, c'est donc il y a ça. Et là, il commençait à faire des déductions. Il fait des déductions parce qu'il avait rempli sa cervelle de données. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est pour ça que tu t'as pas le même niveau, on va dire, que d'autres qui commencent maintenant, parce que forcément, tu as tellement acquis de connaissances que maintenant, tu arrives à faire un lien avec ce que tu découvres maintenant. Ouais, non, mais en plus, dans les mecs soi-disant, entre guillemets, les mecs qui sont écoutés sur Internet, combien d'heures ils travaillent tous les jours, les mecs? Parce que je les connais, les branquignoles. C'est pas parce que tu as lu 3 études que tu as travaillé pour la journée. Non, puis il faut les comprendre. Moi, je me rappelle, qu'à Concret, à la fac, le doc, t'as dû voir ça aussi, je pense, mais on avait des cas où il fallait justement du travail de recherche scientifique, donc on allait sur PubMed pour trouver les articles, on tapait un mot-clé, on prenait 3-4 choses qui correspondaient vite fait, et on essayait de bricoler pour que ça tienne, et puis basta. Il n'y avait pas un vrai travail de recherche là-dedans, tu vois, c'est pour avoir une bonne note. Et à mon avis, c'est ce que font les mecs. Pour ça que maintenant, quand on me dit, ouais, mais un tel a dit ça, moi, je préfère me concentrer sur des gens, il n'y a pas que vous, tu vois, mais vous, je sais que c'est du concret, c'est des recherches depuis plusieurs années, ça fait 60 ans à tous les deux, quoi. Et plutôt que des gens qui vont te mettre 3-4 liens d'études dans leur vidéo, là, et basta, quoi. C'est pas voire plus, hein, tu sais, maintenant, avec Internet, c'est facile de mettre des liens, ouais. Mais encore, je dis, amusez-vous, justement, ceux qui nous regardaient, là, amusez-vous, parce qu'une fois, je me suis amusé à le faire, et c'était rigolo. Je suis pas un expert, non plus, mais j'ai un peu de... Voilà, j'étais à la fac de sport, donc j'ai un master, donc les études, je les ai parcourues, moi aussi. Et amusez-vous, des fois, à cliquer sur les liens qu'ils donnent, justement. Amusez-vous à lire un petit peu. Je sais, une fois, on m'avait envoyé des trucs, il n'y avait pas une seule étude, sauf un truc des années 60. Et le mec, il me dit, ouais, regarde, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir, regarde. Je clique les trucs, mais je me dis, mais... Il est con, quoi. Et puis, pour te montrer comment on fonctionne. Là, alors je fais la pub, parce que je fais la pub, je m'en fous, parce qu'en vérité, moi, j'aime bien l'évolution. Donc, oui. Ah, mais si. C'est l'évolution, ça me fait plaisir. Et je te montre un truc. Tu vois, ça, c'est dans l'éveil des consciences. Voilà. Tu le vois, là? Ouais, très bien. Là, tu as un mollet d'Africain et un mollet d'Européen. C'est fait pour expliquer les adaptations climatiques. Hein, toute cette histoire que je t'ai expliquée de production de chaleur. Et tu t'aperçois que le mollet d'Africain, tu vois, c'est l'évolution à la base. Hein. Il est tout en tendon pour pas créer de chaleur, tu vois, la nature est économique. Ouais. Et le mollet d'Européen, tu vois, il a une voûte plantaire arquée, tu vois, voilà, avec une réduction de la ponévrose plantaire, tu vois, qui fait que le calcanéum va être plus petit, donc un moins bon levier pour pouvoir générer. Pour avoir un muscle, l'obligation d'avoir un muscle plus gros pour faire la propulsion. Et ce muscle plus gros n'a pas pour fonction d'être performant, mais de produire de la chaleur. Tu vois ? Donc le mec qui croit qu'il a un gros mollet pour être performant, non, tu as un gros mollet pour produire de la chaleur, celui-là est plus performant que toi. Il fait la même production, il fait la même poussée avec moins de muscles. Tout ça parce qu'il récupère moins d'énergie dans ses tendons. Donc c'est excellent, tu vois. Je suis fort en dépensant peu. C'est la lampe LED, tu vois. Et alors lui, c'est la lampe classique, à filament classique, qui bouffe plein d'énergie mais qui produit de la chaleur. Donc,
Et pour pouvoir se maintenir à 37 degrés, tu vois, l'hiver, et pas gelé, et pas avoir de rupture tendineuse et tout aussi, en cas de grand froid. Ça, c'est des adaptations, mais ça joue énormément. Et ça, c'est de l'évolution pure et dure. Et tu t'aperçois qu'ici, à l'avant, alors je l'ai mis, hein, tu as des muscles puissants chez l'Européen et tout atrophie. Alors, je l'ai pas mis là, mais ils sont atrophiés chez l'Africain et chez le mec du Sud. Hein. Il est très gros souvent, il y a des gros extenseurs des orteils, tu vois, et jambier antérieur, tu sais, cette masse avant chez les Européens, qui est faite en vérité pour tendre l'aponévrose plantaire et réduire le levier calcanéen, pour produire de la chaleur avec le jumeau. Ça, c'est des adaptations des Néandertaliens, tu vois. C'est pas le jumeau, hein, c'est le gastro. Jumeau et solaire, les deux sont gros. Ouais, les jumeaux, le gastropnémien, les gastropnémiens maintenant et les solaires. Énormes chez les. Souvent, pas tout le temps, mais chez les autres. Pas tout le temps, parce qu'en concours. Il y a pas de long. Station froid, tu vois. Et il faut comprendre l'évolution humaine et nos migrations d'Afrique à l'Europe, nos obligations de survie sans feu au départ, tu vois, pour pas mourir de froid, qui ont fait notre physique et nos particularités. Quand tu connais ça, il n'y en a pas beaucoup qui restent, tu l'adaptes au bodybuilding. Donc, pour comprendre le bodybuilding, tu es obligé de passer par la compréhension de l'homme à sa base, tu vois. T'as vu ? Ça paraît con. Alors, évidemment, le neuneu, il va dire, j'ai juste aller voir un coach qui va me dire fais ce mouvement ou fais pas ci. Ou toi, tu n'auras pas de mollet. Mais si tu veux toi-même faire ton propre chemin de compréhension pour être ton propre coach, parce que le but à nous, c'est pas d'envoyer des mecs qui vont aller voir des coachs, c'est de créer des générations de coachs individuels. À toi, tu es ton propre coach. Tu comprends le monde. Tu vois, tu t'enrichis du savoir. Ça, c'est nous, les Gundin et moi. Tu vois, on fait pas du dans le livre c'est de l'analyse. Dans le livre que je suis en train d'écrire, on verra que le mouvement le travail des mollets, même si le mouvement est le même, le mouvement a le même nom, mais il ne sera pas du tout fait pareil. Donc c'est pareil, encore un mythe de l'exercice du mouvement parfait. Ouais. Donc, tu vois que c'est intéressant de prendre tout ça, tu vois. Bon, ça paraît con, mais c'est la base. Alors, on n'est pas dans la physiologie comme le doc, mais c'est quand même intéressant, tu vois. Nous, on est dans la morpho, tu vois. Ah, puis ce qui est drôle, c'est que vous dites ça simplement. Toi, tu montres ta 2 dessins que tu n'arrives plus faire, mais ça représente des heures et des heures de recherche, des années même, j'imagine. Donc, c'est des années, parce que le méga, les mollets, non, il n'y a personne qui te l'a dit. C'est nous qui te le disons. Parce que nous, on n'est pas que muscu. Ouais. Les physios, ils s'intéressent à toutes les recherches médicales. Hein, Gundil, toi, tu t'intéresses à quoi ? Oui, il y a quand même des mecs qui commencent à prendre des mesures, mais ils tâtonnent, quoi. Voilà, ils prennent des mesures dans un domaine et nous, on vient les mettre ailleurs. Elle dit, si ça marche là, si ces analyses ont été faites en médical, qu'est-ce qu'on doit en tirer dans le bodybuilding ? Tu vois ? Et les mecs, après, ils reprennent notre travail en disant, c'est comme si, c'est comme ça. Et moi, oui. Notre force, c'est pas d'inventer des choses. Notre force, c'est d'aller chercher des choses dans un domaine et les ramener dans un autre. Déjà de constater. Ouais, après tu constates. Moi, j'ai constaté. Ce que je te dis dans le truc de l'INSEP, la conférence de l'INSEP, soi-disant des spécialistes, etc. Le mec avait certainement pas compris qu'il y avait des différences dans les mollets. Hein. Pour lui, un mollet, c'est un mollet. Point final. Next, tu sais comme on dit. Et on a fait plein des comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Mais un truc que moi je me suis aperçu, alors peut-être que c'est parce que je suis pas aussi brillant que le youtubeur, mais je me suis aperçu qu'en 20 ans de muscu, bon, j'avais chopé les bases, etc., mais tu t'aperçois que tu sais rien du tout. C'est après les premiers 20 ans que j'ai commencé à apprendre. Réellement. Dans les premiers 20 ans, en fait, tu répètes pas mal ce que les autres ont dit. Et pourtant, j'avais déjà eu un prix aux États-Unis pour les articles que j'avais écrits. Ah ouais. Donc il y avait quand même. Mais bon, il a quand même fallu à peu près 20 ans pour que je franchisse une autre étape, un autre niveau. D'abord, tu remplis ton cerveau de données, et après, tu fais les connexions entre les données. Bon, d'accord, bon. Il est rempli, après tu secoues.
un moment donné, ton cerveau, toi, ça a été en ébullition. Tu dors bien la nuit, non? Ça va ou pas? Non, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Hein. Bah oui. En médecine, c'est la même chose. Tu apprends les matières une par une. Au début, ça te paraît. Tu fais aucun lien entre les matières. Tu apprends, ça te paraît vraiment abstrait. Et tu dis putain, c'est difficile. Ouais. Et j'ai eu la même sensation en apprenant juste genre 1 an avant le concours. Donc tu commences, c'est sur 3 ans. Au bout de 2 ans d'apprentissage où tu ingurgites les matières, un jour, c'est vraiment ça. J'ai eu le déclic. Je me suis dit putain, en fait, les matières se recoupent. C'est vraiment logique. Et c'est à partir de ce moment-là où tout est devenu fluide. Et tu te dis, en fait, c'est tout ce que tu as accumulé. Tu arrives à le mettre en transversalité et à voir qu'en fait les choses sont logiques et sont connectées entre elles. Donc, c'est pour ça qu'il y a des médecins qui sont très bons, peu, et puis d'autres qui valent pas un clou. Et je vais faire une parenthèse tout à l'heure, je l'ai pas dit quand vous parliez d'études et de citer des études, et c'est mon père qui me racontait, lui il est psychiatre, qu'il avait travaillé dans un laboratoire à un moment quand il était plus jeune, et qu'il avait travaillé notamment sur les neurotransmetteurs de la dépression, et qu'il avait fait une étude sur un acide aminé qui était précurseur de la sérotonine ou je sais plus quoi. Et donc c'était une étude in vitro sur des cellules, enfin un modèle vraiment expérimental, et il m'a dit on avait publié l'article. Et il m'a dit, et cet article a été extrêmement cité alors qu'il s'y attendait pas du tout, et il recevait les notifications. Alors à l'époque c'était pas internet encore que ça devait arriver, mais par courrier quand ton article était cité. Et il disait qui citait mon article, et ben c'était des marques de compléments alimentaires bien-être, de ceci, de cela. Et il me disait, et je lisais par curiosité leur article, et il me disait en fait, il concluait à partir de mon article n'importe quoi pour faire vendre en fait leurs compléments. Il me disait c'est pas du tout ce que disait notre étude ni ce qu'on avait trouvé comme résultat, mais il nous citait, et du coup ça faisait une référence scientifique dans leur ça devait être le tryptophane ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Il avait travaillé, oui, après, dès que le mot apparaît dans le titre, boum, tu mets le... Exactement. Et il m'a dit, en fait, il m'a dit, tu peux vraiment faire dire n'importe quoi, et donc tous les gens qui citent des études, pas genre pour faire d'avant. Un exemple très simple parce que moi, j'écris des pubs pour les compléments alimentaires depuis presque 30 ans, donc je sais faire. Le truc le plus classique, c'est de dire, alors, le tryptophane, il a été très étudié, il y a plus de 5 millions de recherches sur le tryptophane, et bim, t'aurais mis la recherche de ton père, et bim, t'as mis une référence, enfin t'en as mis 10 ou 20 ou 30 d'un coup, alors que ça n'a rien à voir avec réellement ton produit il est efficace, etc. C'est juste pour faire du remplissage, entre guillemets, du scientifique à 2 balles. Quoi. Et puis les gens ils regardent l'article et ils disent oh là là, c'est scientifique, hein, il y a 50 références. Et puis personne ne... puis pareil, le tryptophane ça a été très étudié, donc ça doit être bien. Ouais. Puis personne ne va vérifier. Dans tous les sens. Hein. Personne ne va vérifier. Oui, c'est ça, personne ne va lire en fait. Et... T'as beau mettre des références, machin, regarde, vous mettez des références sur vos bouquins à la fin. Là, je les ai... on a eu du mal. Hein. C'est pour ça que... au début, j'ai voulu les mettre, ils voulaient pas. Alors, j'ai dû les retirer. Et puis, les Américains, ils les veulent. Donc, j'ai dû les rechercher et les remettre. Donc, maintenant, je les mets. Ouais. Mais c'était très compliqué. Très, très compliqué. Bon, au moins, ça justifie ce qui est dit, quoi. Enfin, voilà, ça, j'ai une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ça. C'est que comparer ce qui est comparable, quoi. C'est pas... Moi, je n'aimais pas les références, tu as remarqué. Oui, au début, il ne voulait pas. Je lui dis si, faut le mettre parce qu'il disait ouais, le mieux, c'est que ça donne l'impression que ça vient de moi et comme ça, on est intelligent. Je dis non. Je sais très bien que rien ne vient de moi. C'était ce qu'il disait. Alors, je lui dis si. Rien ne vient de moi, tout vient du monde. Les abrutis vont croire que ça vient de moi. Je lui disais si, faut les mettre. On a dû se battre avec l'éditeur. Ça nous a coûté très cher au début de les mettre. Alors, je me suis dit, bon, maintenant, on les met plus. Et puis après, les Américains, alors je les mettais plus, donc, parce que dans le 2, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un gros travail de recherche derrière, c'est simplement parce que je ne l'ai pas mis. Et par contre, la version américaine, je pense que c'est la même, sauf qu'il doit y avoir les références. Parce que les Américains, ils les voulaient. Tu peux remontrer le livre, La méthode de la vie 3, qu'on rigole, que j'explique des trucs. Voilà. Alors, tu as les références quand même dedans, la méthode de la vie. À la fin, ouais, il y a au moins presque 10 pages. Alors, j'explique parce que, voilà, on va montrer les deux. Tu vois, montre. Voilà, mais ouvre, il n'y a pas que ces deux-là. Hein. Non, il y a peut-être. Hein. Mais dans la vidéo qu'il a faite, on les voit, de toute façon, c'est. Il y en a combien de pages?
Il y a 8 pages. 4 pages doubles. Et les Américains, il y en aura plus. Et écrit pas très gros. En plus. Et pas du remplissage pour essayer de gagner. Oui, parce que les mecs, ils ont besoin d'avoir nos références. Parce que si tu les mets pas, moi je dis ça, c'est t'as les abrutis qui vont croire que ça vient que de toi. Mais rien vient de toi. Ils pensent qu'on fait un travail comment, les mecs, qu'on sort de notre. Bah, tu sais, ça pourrait. Savoir. Mais non, on sort d'observation et par les recherches qu'on a étudiées. On fait des analogies. C'est comme quand alors, je bosse avec Gundil parce que Gundil va. Moi, je fais beaucoup de recherches, si tu veux. Mais j'ai fait sur le net, j'ai fait partout. Tu sais, moi, je vais à la chasse, tac, tac, tac. Je les stocke pas. Elle reste là-dedans. Je fais mes articles, je m'en fous. Lui, il les stocke. Tu vois. Et moi, j'ai un système, c'est que je garde les références, je fais l'article, je vais les chercher. Et ensuite, ça, il y a ci, et j'écris. Mais je mets pas les noms des mecs, parce que si en plus je veux dire ça, ça ralentit ma pensée. Alors, l'avantage, c'est qu'avec Gundil, je fonctionne comme ça, et je lui dis il y a ça, et lui, il va les chercher, il les conserve. Et il en trouve d'autres qui complètent les références que j'ai faites. Tu vois. Mais moi, mes livres, je ne mets pas de références. Les mecs disent hey, sort tes sources. Quelle légitimité? Je dis mais attends, mon gars, tu crois que je les invente? Je dis mais j'ai un cerveau, je dois avoir un des cerveaux analogiques les plus puissants du monde. Tu comprends? Pas surtout, il y a des domaines où je ne suis pas très bon. Oui. Et il y a d'autres domaines où je suis excellent. Et quand je fais, alors je monte parce qu'il fallait montrer, tu vois, il n'y a aucune référence. Je mets aucune référence. Éveil des consciences, là, on était à 100 ventes à l'heure. On est sur Amazon. 100 ventes à l'heure. Ah ouais, ça marche bien, hein. J'ai vu ça. Hein. Non, mais attends, c'est best-seller. On est obligé de réimprimer, là. On est en rupture de stock. Même de la V3, hein. De la V3, je trouvais ça aberrant que ce soit en rupture de stock. Ça, c'est plus l'éditeur que des ventes fulgurantes. On est en premium, tout ça. On était à 150 ou 50, entre 150 et 50 et 48 ventes par jour permanentes. Et on a fait 150 le premier sur les réseaux sociaux, mais très mal. Frais de parce qu'on ne connaissait pas. On est indépendant. On est indépendant. Non, mais de mots. Ouais. On entend. C'est même pas la peine de parler parce que. T'es assuré là. Et là, ça va? Non. Ouais, ça va. À mon avis, ton PC doit télécharger une mise à jour. Ton PC, il censure. Voilà. On était à là, on était à 100 livres heure. Oui, ben c'est pas la peine parce que. En 1h30. Tu devrais essayer. Là, tu m'entends? Connecte, ça va aller, hein? Et là, ça va ou pas? Là, ça va. Ouais, ça va, mais en fait, c'est pas une connexion qui. Ouais, ça va. Quand tu dis le chiffre des ventes, en fait, le PC, il veut pas. On va recommencer, allez. Essaie de l'écrire. T'as dit 150 à l'heure, c'est ça? On était à 100 livres ventes. Je n'ai aucune référence scientifique, mais c'est basé sur des recherches scientifiques. Tout ce que j'écris, c'est basé sur la science. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'a pas été derrière étayé par les recherches scientifiques actuelles et par les lois de la physique, si tu veux. Mais comme les cons ont besoin que tu indiques tes références, et quelles sont tes références? Cite tes sources. Mais cite tes sources, mon gars, ça alourdit, mais t'es obligé. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais comme avec Gundil. Je dis Gundil, on approfondit et tu cites les sources. Et ce qu'on a fait dans les méthodes, c'est que Gundil, en fin de compte, citait les sources. On fait des articles, il approfondit, cite les sources. Et là, je fais un bouquin, parce qu'il y en a un autre, je suis éditeur maintenant, on continue. C'est la même chose, ça va s'appeler La naissance de l'homme. Mais on reste sur le domaine purement évolutif. Et là, pour que les mecs ne n'emmerdent plus, on va citer toutes les sources. Tac, tac, tac. Et on a, comme c'est moi qui édite, c'est pas une page de source qu'on va mettre. Tu vois, c'est 10 pages. 300 pages. Et je m'en fous puisque c'est moi qui paye. Comme ça, les mecs, c'est va te faire enculer, tu vas comprendre que ce que je dis, je le sors pas de mon cul. Tu vois, c'est pas, je dis pas, je suis pas gourou. C'est pas moi qui fais les observations. Moi, j'en fais beaucoup. Moi, je tire des analyses d'après des observations scientifiques réelles. Et si mes analyses ne tiennent pas, prouvez-le. Tu vois, pour le moment, ça va dans les deux sens. Mes analyses sont confortées par les recherches scientifiques et je tire mes analyses des recherches scientifiques. Tu vois, c'est ce qu'on fait avec Gundil aussi. Et là, j'ai mon pote Boris qui, dans le domaine de l'évolution, de la psychologie évolutive, de l'évolution humaine, morphologique, et de l'adaptation, qui fait les recherches pour moi et qui écrit comme Gundil écrit avec moi, tu vois.
en prenant ma trame, mais lui aussi en allant dans les domaines qu'il aime bien et que je n'aime pas. Ah ouais, c'est cool, ça, c'est cool. Un peu. Il a pas entendu, là. il a pas entendu. Il a mis sur mute. Moi, Fred, je vais te poser une question parce que ou à Glendil, parce que je l'ai reçu beaucoup. C'est qui est la personne que vous avez écorchée pour la couverture? Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit c'est Enzo Fucra, c'est Enzo Fucra. Et moi j'ai l'impression de voir un bodybuilder de ma salle en Corse qui s'appelle Laurent Bernardini, pour ceux qui veulent chercher. J'ai l'impression qu'il a le même visage. C'est vrai, Laurent Bernardini, ouais. Non mais déjà, c'est pas nous qui avons choisi la couverture. On nous a dit, est-ce que vous acceptez ou 2, vous l'acceptez? Donc on a répondu, on l'accepte. Donc c'est pas nous qui avons choisi. Tu veux que j'explique qui c'est? Vous allez rigoler? Ouais, qui c'est? Bon. The Rock. Non. C'est un pote, David, qui dit j'ai un pote, il est super massif. Ouais, si tu veux faire des photos avec lui. Tu vois, à l'époque, je faisais tous les mouvements, je n'avais pas tous fait. J'ai quasiment fait tous les mouvements, on va dire. Tommy, maintenant c'est lassant. Et il dit si tu veux. Puis j'avais à faire des trucs sur les bras, on voulait prendre pour la morphologie des bras. Et puis je vois arriver un mec d'un mec 88, 90, 140 kilos sec. J'ai jamais vu ça. En France, tu n'avais jamais vu ça. Tu vois. C'était un mec monstrueux. Je pense qu'en France, le plus gros que j'ai vu que lui, c'était Morgan. Ouais, Morgan Est. Ouais. Mais lui était plus esthétique, tu vois. Je vois le mec arriver, mais c'est le mec monstrueux. Je dis putain, il est énorme. Et je le prends. Il avait une belle gueule en plus. Tu vois, il est beau mec, tu vois. Il dit c'est pas possible ça. Et le mec, il parle comme ça, bonjour, ça va, oui, si tu veux, on peut faire des photos. Hyper gentil, bonjour Frédéric, au revoir, tout ça. Je dis mais c'est pas possible. Il est énorme, et vraiment énorme. Belle ligne. Je dis mais j'espère qu'il est pas fort quand même. Et en plus, le mec, il est super fort. Il faisait 200 en série comme ça. Je dis mais c'est pas possible. Il est beau, il est gentil. Il avait un gros pénis ou ça se passe comment? Et non, mais j'étais jaloux, moi. J'ai dit merde, c'est dégueulasse. Et en plus, il est milliardaire. Je dis quoi? Puis je le vois arriver avec le dernier modèle de Porsche décapotable et tout. Au revoir Frédéric, salut, tout ça. Je dis, c'est possible. Le mec, il est fort. Il est riche. Il s'occupe de sociétés internationales que son père avait. Il est gentil en plus. Je dis, putain, j'en ai marre, c'est pas possible. Il doit père aux femmes, enculé. Et puis je dis, mais quand même. C'est bizarre, il est gentil comme tout, il est très doux, très attentionné. En fait, c'était Amérique du Sud. Le soir à la gym Louvre, tu sais, pas parce que je suis gay. J'ai mes copains, parce que j'étais dans le quartier, il y avait une autre salle qui était ouverte, et puis j'ai tous mes copains là-bas. D'ailleurs, je dis bonjour au responsable, comment ça s'appelle, de Beaubourg, des productions artistiques de Beaubourg. Il est adorable, le mec. Il s'entraîne là-bas, comme ça. Un mec intelligent, droit. Un mec génial, puis avec qui m'écoutait pour son physique, je disais pour un coup plus épais et tout. Et puis j'étais là, on discutait et tout, puis je vois mon pote arriver dans la gym, tiens. Et puis je vois que tout le monde le connaissait. Salut, ça va. Et puis là j'étais rassuré, et parce que le mec il avait tout, il était beau mec, musclé, pas naturel bien sûr, hein. Riche. C'est pas possible, laisse de la place aux autres. Ouais. C'est pas une concurrence, c'est parce qu'au fond, en mâle, en primitif hétéro, tu vois une concurrence dans le mec. T'as la jalousie qui monte, t'es là. Salut, ça va, tu vas bien. Énorme, le mec. Et en France, j'ai rarement vu plus beau. Gentil, intelligent, ouf. Il en faut. Et c'était il y a combien de temps? Il y a longtemps, 15 ans ou 20 ans. Ah d'accord, donc c'est des écorchés d'il y a un petit moment. Ouais. Que t'as fait plus tard après quand même. Ouais, j'ai fait plus tard. J'ai pris avant et j'ai fait plus tard. D'accord. Voilà. Et le mec avait un physique, c'était dans les mieux que j'ai vu en France. Des épaules énormes, puis il était rempli, tu sais, puis beau, belle ligne. Il a jamais fait de concours. Bah, si tu nous regardes, n'hésite pas à commenter. On pourra voir. Tu te reconnais. Ouais. Donc, est-ce que t'es beau, grand, massif, riche et gay. Et gay, ouais. Et intelligent. En plus. Ah bah ouais, pour gérer les sociétés. Il est grand. D'accord. Donc il est super fort, il est hyper musclé,
Et il était limite milliardaire, tu vois, je pense. Putain. J'imagine le mec qui rachot. Et en plus, il finit sur la couverture. Ah bah putain. Pauvre. Il doit être énervé, il dit non, rassure-toi, c'est pas une concurrence. Bon, donc on n'aura pas son nom, mais ce n'est pas Enzo Fucra. Non. Ce n'est pas Enzo Fucra. Non. Bon, on va arrêter là, les gars, parce que ça fait quand même un sacré bout de temps. Lui, il était à 140 kilos sec. Hein. Ah oui, alors qu'Enzo, non, pas du tout. Sec. Et puis, il forçait pas, c'est pas un mec qui forçait. C'est un mec qui, naturellement, devait prendre des produits et naturellement, était comme ça. Ouais, il a de la chance, lui. On va... Bah, les gars, ça fait 2 heures. Donc, voilà, j'espère que ce podcast vous aura éclairé. Content de t'avoir revu, Fred. Ouais, bah, je suis en Hongrie. Je suis avec mon pote Boris, avec qui on travaille sur le nouveau bouquin. La naissance de l'homme. La naissance de l'homme. Ouais, dans 1 an et demi, t'inquiète pas, non, mais putain, on s'en fout. Ouais, mais c'est bien. Celui-là, il a mis 10 ans, hein, les mecs. Hein. Ouais. 7 ans à écrire, 30 ans de recherche. Puisque c'est des recherches qu'il fait en muscu aussi, il fait en évolution. Ouais. Tu vois. Et après, l'apprentissage de la vie avec toutes mes réussites et mes échecs. Et t'as des news, Fred, d'ailleurs, du guide des mouvements du MMA? Bah là, on est pris à la gorge avec les ventes et on va le faire dès que c'est parti. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir imprimer en plus grande quantité directe, puisqu'on aura récupéré pas mal d'argent. Ah, c'est cool. Là, on récupère, hein, puisque j'ai quand même avancé beaucoup d'argent, tu vois. Ouais. 25 000 euros, un truc comme ça maintenant, un truc que j'avance. Même plus. Mais c'est ça pour être indépendant. Plus, on parle aussi des frais d'avocat pour la liberté. La liberté d'expression. Pour pouvoir, ça nous a coûté très cher pour pouvoir sortir la méthode de Lavier 3. Voilà. Pour ceux qui pensent qu'on fait ça pour l'argent. Ouais, on avait expliqué. Moi, pour éditer en indépendant, dis combien ça coûtait Ben, je sais plus, mais je sais plus parce qu'on n'a pas payé en une fois, heureusement, mais je voudrais pas dire de conneries, mais au moins 200 000, je sais plus. Attends, non, au moins, non, 20, non, pas 200 000, au moins 20 ou 30 000, plus de 30 000. Plus de 30 000. Et puis on était à 10 ouais, ça doit être ça, quelque chose comme ça. Les mecs, ils se rendent pas compte que pour la liberté. Non, mais pour la liberté, c'est 35 000 euros et qu'on n'est pas des couilles molles, on n'est pas des soumis. Hein, plutôt mort que soumis, tu vois. C'est la mort, la liberté ou la mort. Et je rigole pas. Ouais, bah pour le coup, c'est. Putain. Gun Deal, c'est pas un lâche. Hein. Gun Deal, il est droit. Hein. Ouais, je sais. Il baisse pas la tête. Hein. On regarde pas nos chaussures dans la rue. Hein, Gun Deal? Ben, on essaye au moins. Mais bon, les frais d'avocat nous ont coûté cher pour pouvoir sortir ce livre. Et puis pour moi, me libérer pour les domaines. Donc, c'est-à-dire que moi, je voulais mettre un combat quelque part. Et j'ai dit, bon, ben, je fais semblant de me battre pour un truc pour être libéré. T'attires l'attention pour travailler. Stratégie. Non, mais c'est la vie, c'est un combat quand même. Ouais, c'est sûr. La liberté. Malheureusement, non, mais tu pourrais te dire qu'avec ton éditeur, t'as la même équipe, mais malheureusement, non. C'est pas forcément le cas. Bon, c'est Fred. Le doc, hein, on bosse ensemble. Hein. Sauf quand je voudrais me libérer de mon éditeur. Un peu plus tard. Je suis sympa, on s'en fout, t'as vu, t'as les droits, t'as vu comment c'est. Hein. Ouais, j'ai vu le contrat, ouais. Boss relax, c'est moi qui t'ai appelé, parce que c'est sympa, tu vois, on bosse ensemble de temps en temps, c'est lui qui est meilleur que moi, parce que les traumatologies, je suis moins fort que lui en trauma, je suis pas médecin, tu vois, en morpho, je suis bon. Donc, c'est ce que j'avais dit à faire sur le bah, ça fait un travail complémentaire, c'est cool, parce que toi, tu as aussi des points de vue que clairement, j'avais pas, quoi. Oui, sur des doigts, tu les oublies, tiens, arrachement, mais par contre, les traitements, je les connais pas. Moi, je connais les effets, on va dire, sur le système locomoteur de problèmes. La biomécanique, la morpho, Lui, la biologie, c'est-à-dire la récupération, ça, la médecine de base, de base, la régénération, ça, il connaît mieux que moi, tu vois. Quand il va parler des nerfs optiques, il est meilleur que moi, tu vois. C'est bien le doc. Mais au niveau médical, il est au-dessus. Un trauma
du cerveau, il est meilleur. Un problème cardiaque, il est meilleur. T'imagines bien, c'est son métier. Tu vois. Merci. Il rougit, regarde, il rougit. Les techniques de MMA, comment porter les coups, les effets que ça fait, et en même temps, comment les soigner. Mais c'est-à-dire que tu as la technique, tu sais ce que tu dois infliger comme blessure grave ou moins grave à l'individu, c'est ça. Ouais. Parce que la boxe, c'est d'infliger en fin de compte une blessure à un individu. Hein, Ouais. la guerre, c'est de faire des lésions à l'autre. Les sports de combat, on a beau dire, mais le but, c'est de faire une lésion à l'autre. Alors on dit que c'est réglementé. Et nous, pour être gentil, on dit aussi, quels sont les moyens de les soigner, parce qu'on va pas être que dans le négatif, on va être dans le positif aussi. Ouais, c'est ça qui est bien. Donc, c'est un médecin qui soigne. Je disais, quand j'allais en Pologne chez mon pote du Hussard, moi les armes, je m'en fous. Lui, il fait des organisations, les jeunes, ils vont pour utiliser la Kalachnikov, ça, moi, je m'en fous. Moi, je dis, écoute, moi, je viens, si tu me fais une formation médecine de guerre. Il avait les mecs en médecine de guerre. Et moi, j'ai pas fait le tir, j'aime pas. Moi, à part un fusil à pompe, une révision, ça va, pour se défendre, pas pour attaquer. Un homme doit savoir se défendre. Et je lui ai dit, tu me fais médecine de guerre. Et là, c'était un plaisir pour moi. Parce que tu apprends comment sauver rapidement un individu sur le terrain. Le but, c'est pas de le guérir, c'est de le tirer de la zone de combat, de le maintenir en vie le plus longtemps possible pour que le médical le prenne en charge et qu'il ne meure pas. Ouais, et là, tu vois que tout est fait pour limiter, en fin de compte, les mouvements d'os, par exemple, sur la colonne vertébrale, pour avoir des problèmes, mais surtout pour limiter les hémorragies. La base de la médecine de guerre, c'est limiter au plus vite l'hémorragie en se protégeant pour sortir le mec de la zone de guerre et l'emmener chez les médecins. Et c'est très intéressant parce que tu sauves une vie. Ouais. Et ça, c'est pas là. Faut voir la gueule de la vie que tu as sauvée après. Ah, c'est clair. Puis il faut sortir au plus vite pour qu'il soit de nouveau sur ses deux pieds pour qu'il aille tuer en face. Et puis l'ennemi, c'est ça qui provoque. Hein. Il veut qu'ils sortent les blessés. L'ennemi, c'est ce qui provoque. Ils veulent beaucoup de blessés pour que toi, tu t'amuses à les transporter et que tu puisses pas combattre, justement. Donc, et tu vois, par contre, j'ai vu des trucs extrêmement intéressants sur on parlait de la fémorale, arrêter une hémorragie de l'artère fémorale. Nous, on apprend, toi tu l'apprends aussi, Doc, on met un point avec les mains. Dans l'urgence, ouais. Pour la personne qui ne sait pas comprimer précisément l'artère, oui, c'est le point le plus efficace. Il y a mieux. Tu mets le genou. Oui, le genou. Ouais. Et les mecs n'ont pas fait. Les soldats, ils doivent tirer, protéger. Et ça, les mecs, ils oublient de dire, mais vous pouvez le mettre en zone non de combat, parce que tu mets la main sur l'artère fémorale, tu mets le genou sur l'artère fémorale, tu bloques tout d'un coup, tu appuies fort, et après tu prends ton téléphone et tu appelles le 112. Ouais. Tu vois, tu n'es pas obligé de faire ça, il dit comment tu as appelé le 112. Non, tu mets le genou, 112. Ça paraît con, mais c'est strictement tiré de la médecine de guerre. Quand tu l'as dit, c'est exactement ça paraît con, mais tu dis, en fait, c'est logique. Et c'est logique, pourquoi ils l'ont pas pris? Alors que les mecs au combat, c'est je lui mets le genou, pour pas que les mecs ils me tirent dessus, et je sauve mon copain. Mais ça, c'est applicable en zone civile, où il n'y a pas de guerre. En fait, oui, s'il y avait un attentat ou... S'il y avait un attentat, toi, t'as connu, hein. Et donc tu fais ça et tu téléphones. Ton fusil, c'est ton téléphone. Allô, venez vite. 112, c'est 112, hein, c'est ça, je me souviens plus. 112. Ouais, 112. Ouais. Le 118, le numéro d'appel européen d'urgence. Non, 112. 112. 112, ouais. Faudrait savoir. Je sais pas, moi j'appelle pas, je suis déjà. Toi, tu récupères. Mais c'est vachement intéressant parce que le but d'une vie, c'est pas de tuer les autres, c'est de sauver les gens. Hein. Ah ouais. Tu connais à qui? Ouais, c'est exactement ça. C'est bien, c'est agréable. Tout le monde aime bien. Tu connais toi aussi, Doc. Hein. Sauver les gens, c'est agréable. Quand tu te réveilles le matin et que tu es en face de toi, tu as un mec et tu es devant la glace et qui sauve la vie, c'est mieux que des millions, non? Ouais. T'es d'accord, non? Et quand les patients ils disent merci Seigneur, tu dis non, c'est pas Seigneur. c'est nous qui avons opéré pendant. Si, c'est Seigneur, c'est Dieu en toi. C'est-à-dire, c'est Dieu en toi qui sauve. Ah oui. Tu es la conscience du monde ou de Dieu. Ah oui, puisque tes pensées ne surviennent sans que tu en contrôles l'avenue.
c'est le monde entier qui génère en toi tes pensées, et en fin de compte, tu es la pensée du monde. Je suis cardiologue, cardiologue et Dieu, c'est ça. On va lancer le hashtag, le doc, ce Dieu. Ce Dieu vivant. C'est vrai. Bah oui. J'espère que c'est pas Bouddha. Alors... Tu sais, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Tu sais, c'est le proverbe européen, là, catholique. Aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. C'est Dieu qui vient t'aider en toi. Mais on peut en rester là parce que j'ai des choses à faire. Ouais, moi aussi. Faut que j'aille à la muscu puis ma femme va aller rentrer là. Et bientôt, le guide des blessures de musculation va se pencher dessus. Ouais. Bon, en tout cas, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Je mettrai les liens d'achat pour la méthode de la V3 et ton bouquin, Fred aussi, qui est sorti. Tu regardes quand même. Bah, évidemment. On est libre. Conscience. J'ai pas d'éditeur. Hein. Je suis le chef avec mon pote de Lourdes. Ah, et le but, alors je vous dis, le but, là on est en train de faire un best-seller. C'est des best-sellers, auteur, éditeur. Ouais, c'est pas mal. Belle performance. Tout. Non, ça veut dire que tu es libre. Ah ouais, tu es libre. Tu fais pas ce que tu veux, on t'emmerde pas, et en plus c'est toi qui récupères l'argent. Ça c'est top. Et après, plus tes casinos. Bon les gars, c'était sympa. On fera notre podcast pour ceux qui nous... Tu peux la remontrer. Vas-y, montre-la. Tu peux la remontrer, bien sûr. Parce que Gundy a bossé énormément. C'est lui qui a tout écrit. Hein. Ouais. Mais moi, je parle pendant des heures dans la bagnole. Mais ça a tout le temps fonctionné comme ça avec Gundy. De toute façon, vous verrez apparaître la review du doc. Tu peux montrer un peu l'intérieur, les dessins de morphologie, de différence. Morphologique, c'est marrant à voir. Pas tout, parce que en montrer quelques-uns s'ils voient. Ils en verront de toute façon sur la méthode, sur la review qu'il a faite en fait. Les variations entre les morphologies, voilà, tu vois. Toujours bien dessiné. Tu peux montrer encore d'autres? Bah, les variations d'abdos par exemple. Regarde. Ah ouais. C'est super sympa. Et les largeurs de bras, où il y a les structures osseuses qui varient, ça c'est sympa aussi. Les mollets. 40 post-it, il sait toujours pas où chercher. Vous remarquerez, les mecs, ça fait 10 fois que j'y salue. Hein. Mais bon. Ah oui, bah ça, mais dans la 2, elle était déjà celle-là. Ouais, non, mais montre celles qui sont pas, où on a fait le morphing, en étirant des os et tout. Ça, c'est Gundy qui l'a fait. Il l'a fait, mais Fred, comment je fais alors, les gens, il m'a fait ça, on dit ça. Et maintenant, il est devenu un spécialiste du morphing informatique, hein, Gundy. Ouais. Voilà, tu l'as agrandi celui-là? Monte de l'autre côté, avec la clavicule. Voilà. Tu l'as agrandi celle-là, tu as agrandi la clavicule, montre. Ouais, d'un côté. Voilà, c'est ce qu'on disait. Les cuisses de l'autre côté. Il a fait excessivement exprès, mais on s'éclate. Là, on voit les hanches, la différence entre des hanches larges et des hanches étroites. Voilà. Bon, c'est bon le doc, on va y aller là parce qu'il faut que j'y aille moi. Ouais, c'est bon. Moi aussi, ouais. Bah, merci Fred, merci Gundy, merci le doc. On va filmer un truc, et faire une petite vidéo après. Ah, une petite vidéo. Eh ben écoute, on va voir ça. De toute façon, on est abonné sur la chaîne. Je suis content les mecs de vous avoir vu, ça fait plaisir. Également. De toute façon, on en refera les podcasts pour ceux qui demandent. Oui, Fred sera là, vous inquiétez pas. Et puis on fera des podcasts régulièrement. Ouais, il fait chaud, j'ai la clim. Moi, j'espère que ça s'entend pas trop au micro, on verra bien. On a testé un nouveau truc, hein, j'espère que ça va marcher, parce que sinon, c'est dans la merde. On va pas encore insulter, votre son il est merdique, putain, achetez un micro. Non, mais normalement, le son est bon là. Je signale quand même que que Gundy et le doc ont un micro. Sont mes collaborateurs dans les bouquins. Hein. Ouais. On n'est pas dans du. Nous, on fait pas que parler sur les forums. On produit de la matière. Savoir. La matière. Ouais. Hein, le doc, hein. Yes. Et le doc, il m'avait fait rire parce que tu sais comment ça a commencé avec le doc. Ouais. Il était à la salle avec moi et puis moi j'ai des lacunes en cardio. Évidemment, c'est pas ma spécialité. J'ai dit, tu peux m'expliquer les infarctus. Et puis il a commencé à m'expliquer vraiment bien les infarctus, les problèmes cardiaques chez les bodybuilders et comment se dégradaient les artères. Tu vois, l'artériosclérose et comment. Parce que moi j'avais pas idée. C'était tellement bien expliqué. Je dis je dis Mathieu, mais tu devrais faire des vidéos là-dessus, c'est super intéressant. Ouais. Tu crois? Ouais, écoute, et je lui dis, mets-toi.
et tu te mets un stéthoscope autour du cou parce que les mecs, ils vont y croire. Tu sais, c'était ce que faisait Védère. Ils vont croire que je suis un vrai médecin, il m'a dit. Des trucs de laboratoire qui n'ont rien à voir. C'est des trucs rouges, verts et des bulles et tout. Et un mec avec une blouse blanche et des lunettes. Et j'ai dit, tu te mets comme ça avec un stéthoscope. Il l'a fait directement et ça marchait. Ouais. Hein, mais sauf qu'il avait le savoir. C'est-à-dire qu'il fallait le savoir. Et puis le truc, il fait le doc. C'est vrai, c'est marrant, hein. Tu mets une blouse, un stéthoscope et tu te dis le doc et les gens ils croient tout de suite que t'es médecin. Voilà. C'est ça. Heureusement, toi, tu l'es. Mais là, c'est ce qu'on avait dit, le doc, tu te rappelles, hein, on a dit, ouais, les gens, ils ont besoin de crédibilité, l'habit fait le moine, à ce qui paraît, donc on s'est amusé à faire ça. Alors que, bon, c'est la marque de fabrique. Ouais, c'est ça. Bon, on te copie un peu, des fois. Hein, t'as vu Avec ton stéthoscope et ta blouse. Bon, allez, les gars, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous laisse, je raccroche. Ouais. À la prochaine. Salut. Pas ça Tu vois avec le pouce, tu sais. Le pouce. À la prochaine, les gars. Salut. Ah, bye bye. Il court avec son cœur, lui.